La première fois que tu rejoins un de mes lives, mais n'hésite pas à poser des questions. Il faut toujours qu'une première personne se lance. Là, le live vient de commencer il y a une petite minute. Et après, ça déroule. Une question en emmène une autre, etc. Et après, on est parti pour au moins 1 heure. Je suis avec vous au moins 1 heure. Et ben écoute, une première, cool, merci d'être là. Alors j'espère que tu aimes l'immobilier parce que c'est de ça dont on va parler. Tu peux évidemment avoir des questions ou attendre les questions des autres et voir des sujets qui t'intéressent. Mais si tu aimes l'immobilier ou si tu t'y intéresses et pourquoi pas aussi à la constitution de patrimoine et donc constitution de richesse, bah, reste, tu es au même endroit. Alors, on a Tisma qui nous pose une première question. Hello Tisma, est-ce qu'il vaut mieux passer par un prestataire pour les travaux ou faire soi-même? Alors, mon avis diffère si tu parles de ta résidence, ta résidence principale ou de biens locatifs. Dans ta résidence principale, je suis le premier à faire moi-même des travaux. J'en ai encore fait hier après-midi, etc. Pose d'un éclairage, patati patata, parce que j'aime bien le faire et parce que j'ai une économie d'argent à le faire moi-même. Pour mes biens locatifs, j'ai un avis complètement différent et c'est lié à la fiscalité. Parce que quand tu as des biens locatifs, tu as des loyers ou des recettes, ça dépend si c'est du nu ou du meublé, et le but d'un investisseur est, tout en ayant des recettes, de minimiser la fiscalité, minimiser l'impôt, et donc d'un point de vue impôt, c'est rarement une bonne idée de faire les travaux soi-même, parce que le gain de main-d'œuvre est en partie effacé par une perte d'économie d'impôt, et en plus il y a aussi une notion importante TISMA, même si on ne sait jamais ce qu'on va faire de ces biens immobiliers sur le long terme. Si tu revends avant 10 ans, si tu as fait des travaux toi-même, bah tu en vas en être responsable. J'entends travaux importants, mais si tu as fait des travaux conséquents, maçonnerie, pose de carrelage, pose de menuiserie, tu vas en être responsable toi-même pendant 10 ans. C'est pour ça que passer par un professionnel te permet d'avoir aussi son assurance, en plus de te permettre d'adoucir ta fiscalité. Nadia, tu es propriétaire de 4 biens en Ile-de-France, félicitations à toi. Mis en location, dernière acquisition le 22 mai, bah, disons, c'est tout frais, on est le 1er juin, donc bravo. N'hésite pas à nous dire comment tu achètes, est-ce que tu achètes en nom propre, en société, est-ce que tu fais de la location nue, chose que moi j'adore, est-ce que tu fais du meublé, est-ce que tu fais pourquoi pas du Airbnb ou de la colocation, je suis un peu moins fan de ces régimes-là, mais j'aime le débat, donc on peut en parler, et ainsi de suite. Ça y est, ça commence à se connecter, n'hésitez pas. On est 170, n'hésitez pas à mettre quelques likes pour inciter TikTok, s'il vous plaît, à faire que des gens se connectent. Et on est bien sûr sur un live immobilier avec une première question intéressante qui vous a été posée par les travaux auxquels je viens de répondre. Alors, on a Nadia qui nous demande aussi, elle dit « Je déclare aux impôts les intérêts et les frais d'agence pour de la location non meublée. » Alors, les intérêts d'emprunt, oui Nadia, tu peux déclarer les intérêts d'emprunt, l'assurance du prêt, les frais de dossier l'année de constitution, les frais de garantie l'année de constitution, mais attention, les frais d'agence de l'achat, si c'est ceux-là dont tu parles, en location non meublée, donc location nue, ne sont absolument pas déductibles. Il n'y a que en location meublée qu'ils l'auraient été. Par contre, si tu parles de frais d'agence pour louer tes biens, les frais versés à un intermédiaire pour trouver un locataire, ça c'est déductible. On a Tisma qui nous dit merci pour ta réponse, c'est pour un projet locatif, je signe le 12 juin, bravo à toi. Est-ce que tu signes le compromis ou est-ce que tu signes l'acte? Si tu signes l'acte le 12 juin, bah écoute, ça vient très vite, n'hésite pas à nous dire c'est où et si tu vas y faire de la location nue ou du meublé. Johan qui dit bonjour à tous, salut Johan. Je vois que tu as un petit fond d'écran de bagnole, donc ça nous fait une passion commune. J'ai un deuxième compte TikTok pour les voitures. Là, je vais vous parler que d'immobilier ce soir, mais ceux qui aiment les bagnoles, j'ai un compte pour vous montrer un peu ce que je possède. Alors, on a Guardian qui nous dit « Prévois-tu bientôt le crash immobilier ?» Bah écoute, non, je ne le prévois pas. Je vais vous donner un modeste avis, un modeste partage d'expérience. Je suis agent immobilier en Normandie. J'ai 5 agences avec ma femme Flavie qui nous appartiennent, qu'on a créé la première en 2019. Et bah, jusqu'à fin 2022, tout allait bien, ça gazait. On a eu des beaux mois, beaucoup de travail, mais voilà, une belle activité. On a eu une belle dent creuse en janvier, février, mars, où notre volume de transactions a été quasiment divisé par 2, donc on s'est fait un peu peur. Et là, le mois de mai qui s'est fini hier a été un bon mois d'activité, similaire à 2022, avec 12 biens vendus dans mes agences. Donc à voir, mais tu vois, par exemple, là, je sors d'un bon mois rassurant pour l'immobilier, en tout cas dans ma région, en Normandie. Ah, Nadia, tu poses une bonne question. Alors, tu es sûrement, Nadia, dans une région où tu n'as pas encore fini de déclarer tes impôts. Parce que moi, dans ma région, le Calvados, c'est déjà trop tard. C'était jusqu'au 26 mai pour déclarer ses impôts. Mais dans d'autres régions, tu peux aller plus loin. Alors, je peux t'aider si ça intéresse les autres, mais je peux aussi te conseiller, parce que c'est purement gratuit, de télécharger ça. C'est un e-book que je mets à jour une fois par an sur la déclaration de revenus fonciers. Donc, ça concerne uniquement les investisseurs qui font de la location nue
ou qui ont une SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Et là-dedans, tu as 18 pages de conseils, c'est moi l'auteur, sur qu'est-ce qui est déductible, les travaux, les assurances, la copro, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc tu peux télécharger ça sur Internet gratuitement en allant sur le nom de mes agences immobilières, ça s'appelle visitenco.fr. Je crois que j'ai mis un lien cliquable dans ma bio. Ah, Benjo, est-ce que le mariage s'est bien passé? Ouais, tu suis. Merci Benjo, le mariage s'est super bien passé, un très très beau mariage d'un bon couple d'amis dans un bel endroit, etc. Ça s'est super bien passé. J'ai fait une petite bêtise en ayant cassé un petit truc, mais a priori ça se termine bien, donc ouf, je suis soulagé. Donc ça veut dire que tu suis mes lives, merci, ça fait plaisir. Benji. L'acte de vente dans le 26, donc tu signes dans le 12 juin un acte de vente dans le 26, alors j'ignore, je ne connais pas les départements par cœur, je ne sais pas c'est lequel, pour un studio que tu vas louer en meublé. Et ben bravo à toi. Alors attention, petite prudence, Tisma, tu le sais peut-être, mais au cas où, si tu fais de la location meublée, tu as l'obligation dans les 15 jours maximum qui suivent le début d'activité, donc ça va venir très vite pour toi, de déclarer ton activité de meublé, parce que c'est une activité professionnelle ou commerciale, et d'obtenir un numéro de SIRET. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ça, c'est un formulaire POI, un CERFA de début d'activité qu'il faut déclarer dès le départ quand on se lance en meublé. Ah, user, est-ce que le certificat de conformité d'assainissement est obligatoire pour une vente? Non. Par contre, le contrôle de l'installation en assainissement individuel, oui, il est obligatoire pour une vente. Et en assainissement collectif, ça dépend des communes. Donc, ce n'est pas le certificat de conformité qui est obligatoire, c'est le contrôle. Et c'est pas du tout à fait la même chose. Sur Gourin, un ami qui souhaite vendre du Méron sur Gourin, non, je sais pas du tout. Gourin, c'est quoi? C'est le nom de la commune? Si c'est le cas, ça me dit rien. Ah, location à titre gracieux dans le cadre d'un rapprochement familial que déduire, à ma connaissance, rien. Je ne l'affirme pas 100% parce que y a peut-être quelque chose que je ne connais pas ce sujet-là. Pour moi, rien. Je donne souvent des conseils parce que j'ai par exemple des clients dans mon agence immobilière qui louent un bien à leur fille, etc. Je donne toujours l'extrême prudence de la véracité du loyer parce qu'en cas de contrôle, le fisc peut remettre en cause un loyer manifestement trop bas et donc un gain fiscal lié à ça alors qu'on déduit quand même les charges. Donc prudence avec ça. Mais le cas de la location à titre gratuit, pour moi, du coup, rien ne devient déductible, mais je n'en suis pas certain. J'essaie de trouver la réponse dans ce petit bouquin-là, qui est très bien fait, que j'achète tous les ans, qui sort un peu des contextes généraux, qui analyse les jurisprudences et qui vous donne des renseignements concrets. Pour un LMNP, quand commence-t-on à payer la FCFE? À ma connaissance, l'année d'après. Donc pour toi, pas tout de suite. Quelle déclaration fiscale en meublé de tourisme? La déclaration fiscale reste la même. Statut LMNP ou LMP. Le meublé de tourisme n'est qu'un classement qui permet, si tu te mets au micro BIC, et je le déconseille très souvent, le classement meublé de tourisme te permet d'obtenir un abattement de 71% sur tes recettes, et non pas tes loyers, tes recettes, au lieu de 50%. Mais la déclaration reste la même. On a Laura qui nous dit bonjour, j'aimerais avoir des informations sur la vente longue d'un bien. Alors je ne sais pas si tu l'entends au même sens que moi. Pour moi, agent immobilier, la vente longue, que ce soit côté vendeur ou côté acheteur, c'est tout simplement un délai de réitération de l'acte plus long. Souvent, quand on signe un compromis de vente ou une promesse de vente si c'est devant un notaire, on réitère ensuite, donc on passe l'acte notarié, on échange l'argent et les clés 3 mois plus tard. Pour moi, une vente longue, c'est un délai qu'on majore, souvent pour arranger le vendeur, et qui va en général jusqu'à 6 à 7 mois. Ah, user, pourquoi déconseiller le micro? Alors, en location nue, donc régime réel vs régime micro-foncier, 9 fois sur 10 quand on fait les calculs, le réel est plus avantageux. Sauf dans le cas d'un bien reçu en héritage ou fini de payer, sur lequel il n'y a absolument aucune charge. Mais sinon, 9 fois sur 10, le réel est plus intéressant. Dans le cadre de la location meublée en LMNP, là, il n'y a pas de débat, c'est toujours plus intéressant le régime réel, parce qu'on peut amortir le bien immobilier, et on peut donc en location meublée très facilement être virtuellement déficitaire. Donc vraiment, le micro en régime meublé est vraiment souvent une mauvaise idée. Mika, je me lance dans l'IMO en indépendant pour une reconversion. As-tu des conseils? Choisis une agence ou un réseau sur lequel tu vas avoir un vrai accompagnement parce que ce métier-là en reconversion,
J'y crois, j'accompagne souvent des gens en reconversion dans ce métier-là depuis plusieurs années, mais il est loin d'être facile et en plus tu le commences à un moment où il est particulièrement difficile. Donc c'est possible si tu es quelqu'un de fort et avec de l'envie, mais rejoins un réseau ou une agence où il y a un vrai accompagnement, sinon tu ne vas pas y arriver, en mon sens. Autant un marché facile permet à plein de personnes de se lancer, mais pas un métier difficile. Olivier, qui nous dit est-ce qu'il y a un plafond en meublé de tourisme? Alors, en meublé de tourisme tout court, non. Par contre, pour être en micro BIC avec l'abattement de 71%, oui, un plafond. De mémoire, je l'ai dans ce petit bouquin-là, je dirais 177 000 euros, mais permets-moi d'être évasif parce que je ne le connais pas par cœur. Mais oui, en meublé de tourisme, il est plus important, il doit être de mémoire de 177 000 euros le plafond pour avoir un abattement de 71%. Mais je me répète, faites gaffe, ce n'est pas un abattement sur les loyers, c'est un abattement sur les recettes. Et ça comprend par exemple la commission versée par Airbnb. Vous payez des impôts sur la commission versée à Airbnb. Oui, Alice, pour moi, c'est indispensable. Si tu te mets en LMNP au réel, je ne parle pas au micro, au réel, l'aide d'un comptable ou d'une plateforme en ligne, alors c'est quelque chose que je ne connais pas, donc j'en parle juste brièvement, mais l'aide d'un comptable ou d'une plateforme en ligne est indispensable. Alors on a Grégoire qui nous demande si, c'est une question technique, est-ce qu'on peut décider de ne pas amortir un bien en SCIS? Alors, hormis l'imposition des plus-values des professionnels, je ne verrai pas l'intérêt de ne pas amortir le bien immobilier. Et en vrai, j'ignore la réponse. De facto, quand on crée une SCI à l'IS, c'est toujours pour bénéficier de l'amortissement du bien immobilier, sur en général 40 ans. Et attention, on amortit le bien immobilier hors valeur du terrain. C'est un peu complexe, mais je peux expliquer pour s'il y en a certains que ça intéresse. Et le seul intérêt que je verrai à ne pas vouloir amortir le bien immobilier, c'est de penser à la revente et à la plus-value des professionnels. Dis-moi si c'est à ça que tu penses. Oui, user, c'est possible de passer de micro en réel, aussi bien en micro foncier. Micro foncier en réel, c'est un engagement de 3 ans, attention. Et microbic en LMNP au réel, je ne connais plus la date d'engagement, mais il y a des périodes d'engagement. Ah, blabla, je me suis séparé de ma femme, je ne sais pas si c'est mieux de racheter la part de ma femme ou vendre. J'ai fait une vidéo sur YouTube à ce sujet-là. Alors ça, c'est un sujet très personnel, hein. Quand on rachète la part de sa femme, peut-être que tu as des gosses, peut-être que tu les as élevés dans cette maison-là, peut-être que tu n'as pas envie de les changer de domicile, donc il y a plein de bonnes raisons de racheter une part. Il y a aussi des mauvaises raisons, avec le fait que tu payes le bien, entre guillemets, une deuxième fois, et tu vas payer des frais de notaire sur le rachat de la soulte. Donc il y a plein de bonnes raisons de le faire, et il y a aussi des mauvaises raisons de le faire. Et bien Mika, je te souhaite force pour te lancer dans ce beau projet qui est de devenir conseiller ou mandataire en immobilier. N'hésitez pas à mettre des petits likes pour inciter TikTok à montrer ce live à d'autres personnes. Plus il y a de personnes sur le live, plus il y a de questions. Et donc plus le live il est riche et intéressant pour tout le monde. Ah, merci. J'en vois un ou deux passer. Je ne sais pas qui c'est qui les met, mais je les vois passer là. Merci. Appuyez, c'est cool. Alors, pour un achat en indivision avec mon concubin, que devons-nous faire pour un meublé au niveau fiscal? Pas grand-chose, mais déjà, je rebondis là-dessus. Achat en indivision avec mon concubin, protégez-vous les amis. Je ne sais pas si tu as des gosses ou si vous les avez ensemble, si vous les avez séparément, mais attention à l'achat en concubinage sans pax ou mariage et ou testament. Et je peux en parler, j'adore ce sujet-là justement de la protection du conjoint survivant. Attention à ça. Et Alice qui donne un premier merci pour les réponses aux questions. C'est gentil, souvent ça arrive un peu plus tard dans le live. Là, je balance assez vite pour que ce soit dynamique. Je peux réduire la cadence si vous voulez. C'est pour essayer de répondre à tout le monde. En tout cas, merci pour ton premier merci. David qui demande s'il peut poser une question. Bah, évidemment, mon ami, c'est pas un dialogue parce que je vous parlez pas, mais c'est un dialogue interposé par le jeu des questions. Donc évidemment, tu peux la poser. Ah, on a Fire Exact qui dit ah, Visitenco, vous êtes sur Falaise, on vous voit partout. Merci, c'est cool. Oui, je suis natif de Falaise et j'ai ouvert en 2020 ma troisième agence immobilière à Falaise, place Bellecroix. Donc merci. Et pour prouver que j'aime l'investissement immobilier et que j'en fais moi-même, bah, j'ai ouvert mon agence au premier étage, mais j'ai acheté l'immeuble de bas en haut. Donc un local commercial en dessous de moi, une boutique de fringues, mon agence, mes bureaux que j'ai mis au premier étage et deux autres appartements que j'ai rénovés aux étages.
Alors, coucou, tes astuces pour diminuer au max la taxe sur les plus-values. Alors, il n'y en a pas beaucoup, Mimi, hein. Tu peux par exemple extraire une partie du mobilier du prix de vente, encore faut-il qu'il y en ait. Par exemple, si tu vends un bien avec une cuisine aménagée équipée, que tu arrives à valoriser à 5 ou 10 000 euros, sur cette partie-là, tu n'auras pas d'imposition plus-value immobilière. Après, bien penser à déduire les travaux qui pourraient l'être, etc. Pensez à déduire les frais engendrés par la vente, les frais de pré-état daté, frais de diagnostic, et ainsi de suite. J'ai fait aussi des vidéos sur YouTube à ce sujet-là. Acheter seul en étant paxé, comment ça marche? Bah écoute Fifi, par défaut, souvent les contrats de Pax, si tu as un contrat de Pax, sont assimilables à des contrats de séparation de biens. Tu vois, moi je suis paxé avec ma compagne et on l'a fait devant un notaire. Ça m'a coûté 500 euros d'ailleurs, si certains sont intéressants. Mais du coup, il nous a conseillé sur le contrat de Pax et c'est donc un contrat de séparation de biens. Donc ça me permet tout à fait de continuer à acheter un bien immobilier sans ma femme, à monter une entreprise sans ma femme et du coup sans lui faire prendre de risques, etc. Alors Johan, je ne comprends pas ta question. Mon comptable vient d'avoir le retour pour l'accord du LMNP. C'est pas trop tard pour la déclaration, pas trop tard par rapport à quoi? Emma qui dit bonne idée de se lancer dans l'investissement immobilier à 20 ans. Bah, c'est la meilleure idée que tu pourrais avoir, Emma. Moi, je l'ai commencé plus tard. J'ai acheté des biens immobiliers, ma résidence principale, ma première à 20 ans, une toute petite maison à 66 000 euros. Vous enflammez pas, hein, je ne roulais pas sur l'or. Et mon premier immeuble de rapport, par contre, je l'ai fait à 27 ans. Et quelle belle idée j'ai eue. Donc si je pouvais revenir en arrière et le faire plus jeune, je l'aurais fait plus jeune. Donc oui, évidemment. Alors Kader, c'est quoi ton conseil pour une assurance de prêt? Alors moi, à titre personnel, j'ai jamais fait de délégation, par exemple, parce que j'aime bien le côté donnant-donnant. J'ai toujours eu des banquiers, j'ai été à la caisse d'épargne, au LCL, à la caisse d'épargne, au Crédit Mutuel, puis au CIC, et à la BRED, et je déteste la BRED d'ailleurs. Et j'ai toujours eu un côté donnant-donnant avec mes banquiers. Et donc, par exemple, bien que j'aurais pu parfois gagner sur des délégations de prêt, je savais que quand je demandais un crédit immobilier à mon banquier, 6 mois plus tard, j'allais lui en demander un autre. Et là, il faudrait être bête pour pas comprendre que la relation, elle est gagnant-gagnant et qu'il faut éviter de trop tirer sur le taux parce que c'est la marge du banquier et donc sa rémunération. Et pareil pour les assurances. Donc la délégation d'assurance, ça existe bien évidemment. Après, il y a aussi les quotités qui peuvent être intéressantes. S'assurer 100% chacun, c'est un peu payé pour rien, 50-50 ou 75-25 selon les revenus du couple. Voilà quelques petits conseils rapides. Rénov qui dit c'est fini ça avec les banques, alors qu'est-ce qui est fini? Dis-moi. Ah, Johan, la déclaration des travaux, bah, tu as fait tes travaux quand et tu t'es déclaré quand? En théorie, effectivement. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'avoir beaucoup de pédagogie là-dessus sur le LMNP, alors que moi-même, je ne fais pas de meublé. J'ai un seul appartement meublé dans mon patrimoine. Et pour des raisons que je peux vous expliquer, c'est pas un choix, ça s'est imposé à moi. Euh, et du coup, oui, dans les 15 jours qui suivent le début de l'activité, il faut faire ces démarches. Emma, j'aimerais bien me lancer, mais j'ai peur de ne pas avoir le droit à un crédit. Alors, il y a plein de choses qui peuvent aider à obtenir un crédit. Évidemment, une situation stable, évidemment de l'apport, évidemment de l'épargne, mais aussi des choses basiques comme une excellente tenue de compte. Moi, alors on peut me dire que c'est de notre époque, hein, parce que j'ai 35 ans, mais j'ai toujours obtenu mes crédits, non pas toujours parce que je roulais sur l'or. Moi, les revenus ont grandi avec l'âge, pas toujours parce que j'avais de l'apport ou de l'épargne, c'est pareil, quand j'ai commencé, j'en avais pas. Mais j'ai toujours été irréprochable sur ma tenue de compte. Et ça, c'est un vrai point fort pour les banquiers. J'en parlais il y a peu de temps avec mon banquier qui a quitté le CIC pour aller au siège. Donc du coup, je me permettais de lui poser des petites questions un peu off parce qu'il allait plus être mon banquier. Et il m'a confirmé qu'il y a tout un tas de choses que les banques regardent. Par exemple, si vous êtes amateur de paris sportifs, le faites pas avec votre compte bancaire parce que la banque le voit et ça, c'est un point rouge qui clignote. Abonnement Winamax, etc. C'est pas bon pour les banquiers. C'est fini la carte de la fidélité avec les banques, j'en suis à mon septième achat Renault. Bah écoute, moi Renault, je la continue cette carte de la fidélité. Je suis fidèle et j'adore le CIC et je le suis pour plus de 50% de mon patrimoine personnel, pour 100% de mon patrimoine professionnel et ça se passe très bien. Donc moi je continue à jouer la carte de la sécurité. Et tu dis Rénov que ta propre banque ne t'a pas suivi, bah écoute, ça veut dire que une autre banque t'a suivi et ça devient ta banque. Donc après moi aujourd'hui j'en ai trois des banques. J'ai la BRED que j'aime pas, dans ma SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu. J'ai les crédits mutuels pour mes premiers investissements locatifs que j'ai pas encore revendus et j'ai le CIC pour tout le reste.
Ah, Nadia, tu es aussi au Crédit Mutuel. Moi, j'adore le Crédit Mutuel parce que, en tout cas en Normandie, les responsables d'agence ont des fortes délégations, jusqu'à 600, 700, 800 000 euros, et ils peuvent donc signer sans que ton dossier parte au siège. Et moi, j'ai toujours eu un dossier trop exotique pour aller au siège avec parfois, si tu n'ajoutais pas les loyers à mes revenus, j'ai été endetté à 200%, moi, avec un taux d'endettement de 200%. Alors Ben, est-ce que j'ai un portefeuille type ETF, action, etc. en dehors de l'IMO? Oui, même si je ne suis pas pertinent pour donner des conseils, mais oui, j'ai un PEA, j'ai un compte titre et je fais aussi un petit peu de crypto-monnaie, mais je ne suis pas du tout un expert là-dessus, donc je me sens pas pertinent pour vous donner des conseils, contrairement à l'immobilier. J'ai eu quelques belles réussites en bourse, j'ai même loupé le coup d'une vie en 2020 avec le Covid, avec l'action Novacite, et j'ai eu aussi des belles quenelles, dont une en 2023 avec l'action Navia. Donc bref, je ne vous parle pas de bourse, c'est pas mon domaine. Alors qu'est-ce que l'hypothèque? C'est une garantie, c'est une sûreté réelle que prend la banque lorsqu'elle te confie un prêt immobilier. C'est une façon pour elle de saisir le bien immobilier si jamais tu ne payes pas. C'est une garantie, une sûreté réelle. Est-ce que ça se négocie lors de la demande de prêt? Oui et non. Tu peux, si la banque l'accepte, demander à avoir une garantie par une société de caution plutôt qu'une hypothèque. Ça a des avantages et des inconvénients. Par contre, en soi, est-ce que le fait qu'un prêt se garantisse pour la banque, soit par un PPD, une hypothèque ou une garantie société de caution? Non, ça c'est innégociable. La banque va forcément garantir son prêt. Alors elle pourrait le faire, mais on rentre dans des trucs très compliqués par le nantissement de quelque chose. Elle pourrait te dire oui, je vous fais un prêt, mais vu que vous avez une société, je vais nantir les parts sociales. Vu que vous avez une assurance vie, je vais nantir les parts sociales. Mais on arrive dans des choses très compliquées. Et les gens qui arrivent là, en général, ont des gestionnaires de patrimoine. Ah, la CASDEN, sauf erreur de ma part, c'est la société de caution, notamment de la caisse d'épargne. AFSA, est-ce que c'est vraiment avantageux de passer par un courtier? Oui et non, ça l'a été à des vraies périodes. Là, on est dans une période où les banques sont sur un resserrement des marges. Donc les frais de courtier, parce qu'il y a certains courtiers, ils sont très rares, qui travaillent gratuitement parce qu'ils sont commissionnés uniquement par la banque. Mais pour réussir à avoir un gain, en incluant en plus les 1500 ou 2000 balles des frais de courtage, pas forcément. Non, le locataire, Toc Toc est un tiers pour le syndic. Alors moi je suis pas syndic, mais c'est un métier que je connais. J'ai été gérant d'une agence qui l'exerçait avec un gros portefeuille de syndic. Les locataires, quand on est syndic, on s'en fout. Nous, on ne connaît que les copropriétaires qui forment un syndicat. Donc on connaît le bailleur en cas d'investissement locatif. Donc le locataire n'a pas sa place dans une assemblée générale. Grégoire, pour une SCI à l'IR, a-t-on obligatoirement besoin d'un comptable? Pas du tout. Moi, j'ai une SCI à l'IR et je me passe d'un comptable pour ma comptabilité et mes déclarations. Par contre, j'ai une SCI à l'IS et là, j'ai un comptable, enfin un expert comptable. Quand on a déjà une SCI, est-ce que tu conseilles d'acheter en SCI ou en nom propre? Les deux. Moi, je mixe les deux stratégies. La SCI à l'IS a certains avantages, mais elle a aussi de gros inconvénients, notamment au moment de la revente, au moment de la plus-value, qui est la plus-value des professionnels et non plus celle des particuliers. Mais elle a aussi l'avantage de ne pas générer d'impôts grâce à l'amortissement. Donc pourquoi pas les deux? Si tu peux faire les deux, pourquoi pas les deux? Alors on a Rénov qui partage son expérience en disant qu'il a perdu son temps avec des courtiers. Toc toc, est-ce que la copropriété peut m'empêcher de faire du Airbnb? Oui, bien évidemment. Ça, c'est un énorme point de prudence. Si tu me découvres, regarde mes autres TikTok ou regarde mes lives, je suis toujours un opposant au Airbnb parce que 2 fois sur 3, il est fait en contradiction du RCP, du règlement de copropriété. Et vous avez des agents immobiliers parce qu'ils sont pas bons ou parce qu'ils sont malhonnêtes qui vous le disent pas. Vous avez des notaires qui passent là-dessus et vous avez des vendeurs qui pratiquaient le Airbnb en toute contradiction du RCP, soit en le sachant, soit en ne le sachant pas, mais qui ne vous le disent pas, et vous achetez un appartement plein pot au niveau du prix pour y faire du Airbnb pour espérer une rentabilité, et un jour le syndic vous envoie un recommandé en vous disant lisez votre règlement de copropriété. Le Airbnb, c'est une activité commerciale, et quand vous avez un appartement qui doit s'utiliser à usage d'habitation, eh ben, il est interdit d'y faire du commerce. Alors j'ai quelqu'un qui demande à rejoindre le live, mais si on ne me dit pas pourquoi, bah, je n'accepte pas, ça sert à rien. S'il y a une vraie question, pourquoi pas.
Donc oui, attention, hein, la colocation en bail séparé, c'est comme le Airbnb, c'est très souvent contraire au règlement de copropriété. La colocation en bail unique, moi j'en gère dans mes agences, c'est toujours conforme au règlement de copropriété parce que ça s'assimile à un bail unique, à un seul locataire. La colocation en bail séparé, le Airbnb, c'est 2 fois sur 3 contraire au règlement de copropriété. Airbnb, c'est autorisé dans la résidence principale. Alors attention à pas tout mélanger. Là, on parle de copropriété, de règlement de copropriété. Donc Airbnb, si c'est dans une maison, déjà, il y a pas de débat. Et par contre, du Airbnb dans ta résidence principale, mais qui est en copro, peut toujours être contraire au règlement de copro. IA, est-ce que je conseille le Pax pour une première acquisition? Ah oui, évidemment. Mariage ou Pax, si vous achetez à 2, protégez-vous. Je peux vous expliquer pourquoi, mais oui, et encore plus, même s'il faut se protéger dans tous les cas, mais encore plus si vous avez des enfants, si un de vous deux a des enfants qu'il n'a pas fait avec l'autre, ce qui est mon cas, et là ça peut donner une situation dramatique en cas de décès. D'où la nécessité de se paxer. Nadia qui m'envoie un petit merci, c'est cool, mettez des likes, hein. On est un peu moins nombreux, on est 70, on a été quasiment 200 tout à l'heure, donc mettez des likes pour que TikTok propose le live à d'autres personnes. H qui nous dit qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver à quoi? Ah, Wilfried, tu peux nous expliquer pourquoi se paxer? Bah écoute, quand on est concubin, donc célibataire concubin, et qu'on achète un bien immobilier à 2, on est pour l'État 2 étrangers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'a pas fait de testament, on n'hérite pas l'un de l'autre. Premier cas. Alors tu vas me dire, oui, si on n'a pas fait de testament, donc si on fait un testament, on hérite l'un de l'autre. Oui, sauf qu'on est des étrangers, ni paxés, ni mariés, donc on a une taxe de succession de 60% du montant qu'on hérite. Donc c'est énorme. Et si on se paxe et qu'on fait un testament, ou si on se marie, et ben tout ça, ça s'efface. Parce qu'entre entre conjoints paxés et entre mariés, il n'y a pas de droit de succession. Donc c'est vraiment très 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 important. Si on se paxe pas et que l'autre a un enfant, et ben hatch, c'est encore pire. Parce que dans ces cas-là, tu vas te retrouver. Donc imaginons un couple qui est célibataire, qui achète un bien immobilier, et un des deux dans le couple a un enfant, donc d'une précédente union. En cas de décès, la personne qui reste vivante devient indivisaire, puisqu'elle n'est pas héritière de celle qui est morte, indivisaire avec l'enfant mineur. L'enfant mineur, il est représenté par qui? Par son dernier tuteur légal, donc l'ex de la personne que vous venez de perdre. Je ne sais pas si je m'explique bien dans le schéma, mais c'est vraiment un schéma catastrophique. Toc toc, même s'il n'y a rien d'inscrit dans le règlement, il y a toujours quelque chose d'inscrit dans le règlement de copropriété. Par exemple, il n'y a pas besoin que ce soit marqué « Vous n'avez pas le droit au Airbnb ». Les règlements de copro, des fois, ont 80 ans, donc le Airbnb n'existait pas, la formulation ne compte pas. Mais il suffit que vous avez usage d'un appartement à usage bourgeois, habitation exclusivement, vous ne pouvez pas y faire du Airbnb, parce que du Airbnb, être exercé en activité principale, c'est du commerce et non pas de l'habitation. Ah, on a ma femme qui vient d'arriver, que certains connaissent parce qu'elle fait des fois des coucous dans des lives. Elle a fait l'autre fois plus de 20 minutes de live avec moi. Donc Flavie, ma femme, mon associé dans le boulot et mon associé aussi dans l'investissement locatif. Qui rentre de la piscine, si je ne dis pas de bêtises. Non, si elle n'en rentre pas d'ailleurs. La piscine était fermée. Ouais. Quand une femme commence à vous mentir, méfiez-vous, messieurs. Alors... Bonjour, merci pour le contenu. Peux-tu nous détailler ton setup podcast? Écoute, Yacine, donc oui, dans mon job, je fais des podcasts que je diffuse sur les plateformes d'écoute. Je fais aussi des vidéos. Et mon setup podcast, alors j'ai une table super pratique, je crois que c'est une DJI qui permet de gérer jusqu'à 4 micros, de passer aussi des appels en Bluetooth et les enregistrer, etc. J'ai 2 micros Rode et j'ai 2 casques de bonne qualité, mais je sais plus la marque. Je pourrais faire un TikTok là-dessus si ça t'intéresse. Toc toc, du coup, personne ne peut faire du Airbnb. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, même si la statistique ne veut rien dire, je tiens pas un registre de l'INSEE, mais j'ai dit que dans 2 fois sur 3, grosso modo, c'était contraire au RCP. Ça veut dire qu'une fois sur 3, c'est autorisé. Yacine, c'est exactement ça. C'est une Rodecaster Pro, la petite table de mixage. Je sais pas si c'est volontaire, mais c'est ça. Alors, Anna, excuse-moi, mais je suis pas d'accord avec toi. Déjà, les métiers que tu me cites n'ont pas du tout une activité commerciale, mais une activité soit libérale, soit professionnelle. Par exemple, un assureur n'a pas une activité commerciale, mais une activité professionnelle. Un psychanalyste ou un médecin n'a en aucun cas une activité commerciale. Il a une activité libérale ou professionnelle.
Tu fais pas, par exemple, si tu loues un appartement à un médecin, tu lui fais pas un bail commercial. Alexis qui dit le conseiller, t'as vraiment pas envie de me répondre. Alors je sais pas si c'est à moi que tu parles ou à quelqu'un d'autre. Tac, 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 tac. Anna qui dit on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. En effet, comme tu dis, on peut pas toujours être d'accord. Il y a peut-être une nuance sur les propos qui fait qu'on n'est pas d'accord. On est peut-être d'accord sur le fond, mais c'est peut-être les termes qui fait qu'on ne l'est pas. En tout cas, peu importe, on ne l'est pas toujours. Ok, bah va. E.T., oui, je te conseille de mettre le paquet dans les travaux. C'est toujours, alors non, pas toujours, pardon. C'est souvent par les travaux que se génèrent les plus-values, notamment sur les résidences principales. Alors, Mouchou, bah évidemment que l'agent immobilier peut se tromper, pour plein de raisons. Alors déjà parce que dans le métier d'agent immobilier, tu as des gens qui le sont depuis 15 ans et d'autres qui le sont depuis 15 jours, donc forcément l'expérience n'est pas la même. Mais même moi, après 16 ans d'immobilier, évidemment, il m'arrive de me tromper sur l'estimation d'une maison. Il m'arrive de donner parfois un prix et galérer 2 mois à vendre le bien, donc j'ai été un peu généreux. Il m'arrive à la fois parfois de pas avoir un mandat parce que j'ai donné tant, une agence a donné un peu plus et elle a vendu. Donc évidemment, on reste humain. Et dans l'ancien, il n'y a pas de quote Argus. Donc même un agent immobilier expérimenté, qui connaît par cœur son secteur, peut se tromper. Alexis qui dit oui à toi, je t'ai envoyé 5 messages, tu ne l'as même pas lu un. Ah bah écoute, pardon. Repose-le Alexis, j'essaie de le lire. Alors je sais pas si tu parles de messages sur le live ou de messages privés. Les messages privés, oui, je les lis pas tous parce que je reçois trop. Ah, Sophie, quels sont les avantages d'une SCI SVP? Alors, je vais essayer d'être concis, mais quand même de te répondre. C'est une question qui revient souvent. La SCI, Société Civile Immobilière, elle peut avoir plusieurs avantages. Elle peut avoir un avantage de gestion des droits des associés par la nomination d'un gérant, par des clauses protectrices en cas de décès d'une personne. Elle peut avoir un intérêt fiscal si elle est à l'impôt sur les sociétés parce qu'elle permet d'amortir le bien immobilier. Elle peut avoir un intérêt patrimonial par la transmission de part de la SCI au fur et à mesure de la vie qui est moins taxée que la transmission de biens immobiliers détenus en direct, etc. Mais Sophie, j'aime toujours donner les inconvénients des avantages. La SCI, notamment à l'IS, elle a plein d'inconvénients également. Frais de constitution, frais de fonctionnement, imposition des plus-values immobilières, des plus-values professionnelles à la revente, etc. Ah, Alexis, je vois ta question. Cette fois-ci, tu vas pas m'en vouloir. Est-ce qu'il est possible d'acheter un bien immobilier sans apport à 18 ans et que la banque prenne la totalité du prix? Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que ça va être simple? Pas du tout. Rien pour moi n'est jamais impossible. Ça dépend du banquier, ça dépend de plein de choses. Ton profil, est-ce que tu as, bon, à 18 ans, j'allais dire un métier d'avenir, c'est encore trop jeune pour ça. Des fois, ton environnement familial, le fait que tes parents soient clients de la banque et de l'argent, il y a plein de choses qui peuvent faire que oui, c'est possible. Par contre, en ce moment, ce sera très difficile. Alors, est-ce que c'est possible d'acheter en étant étudiant, mais avec CDI en temps partiel? Bah, un peu même réponse que celle que j'ai constituée plus haut. Donc, rien n'est jamais impossible, mais en ce moment, très difficile. Mouchou, vous me conseillez de ramener notre agence pour voir? Oui, la prudence peut être de dire qu'on fait venir 2 agents immobiliers. Si les deux sont assez d'accord, bah, je conseille d'en choisir qu'un. Je déconseille de travailler avec 2 agences, toujours avec une seule. Mais par contre, le fait de faire venir 2 pour l'estimation fait que s'ils sont d'accord, bah oui, évidemment, ça va être rassurant pour ton projet. Et s'il y a un énorme delta, bah ça va te mettre encore plus dans l'interrogation qu'avant. Et au pire, t'en feras venir une troisième. Alors Julie, je serai devin pour te dire quels vont être les taux d'ici quelques mois. Il semblerait que, tout comme l'inflation, on l'a encore entendu à la télé hier soir, qu'on arrive vers une baisse de la hausse. Attention, je n'ai pas dit une baisse, mais un frein de la hausse. Alors, Tézélix, il nous dit quel conseil donnerais-tu pour un premier investissement avec 100-150 000 euros d'économie? Écoute, bravo, c'est une sacrée somme de côté. Je te conseillerais de jouer l'effet de levier à fond, de ne surtout pas acheter un bien en le payant en cash ou même en mettant énormément d'apports. Je te conseillerais d'aller voir des banques et des professionnels de l'immobilier et d'acheter plusieurs biens en mettant un minimum d'apport, souvent entre 10 et 15%, et lever un maximum de fonds par de l'emprunt. Et pourquoi pas mixer les stratégies, bien immobilier
ancien avec travaux en location nue déficit foncier, bien immobilier sans travaux pour y faire du LMNP, etc. Et avec 100 000 euros de côté, tu peux lever au moins 400 000 euros de crédit par les temps qui courent, sauf situation particulière. Sauf si effectivement tu n'as aucune activité, etc. Mais si tu as de l'argent de côté, un job stable, avec 100 ou 150 000 euros de capital, tu peux lever au moins 400 ou 500 000 euros de crédit, voire plus. Donc c'est une très bonne situation. Alors, il y a peut-être plein de questions qui ont défilé. Je vois que Cédric dit merci pour la réponse, avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre des likes pour ceux qui sont là pour que TikTok montre le live à d'autres personnes. Alors Ben, écoute, merci, mais c'est vraiment purement un live immobilier. Ceux qui sont là pour l'écouter, en théorie, sont là pour ça. Donc je vais refuser ton invitation, Ben, même si je te remercie. Et j'ai fait un peu de piano quand j'étais gamin. J'ai lâché, mais d'ailleurs il est où mon synthé? Il est dans la pièce d'à côté. Ma fille en joue de temps en temps un petit peu. IA, quel est le taux actuel? Les taux sont importants, entre 3 et 4%, mais ça dépend de tes revenus. Plus tu gagnes, plus tu as accès à des grilles favorables, de ta région. Les taux en Normandie sont pas les mêmes à Marseille, etc. Et évidemment, de la durée du prêt. Et aussi l'objectif du prêt. Les taux sont légèrement inférieurs pour l'achat d'une résidence principale qui ne le sont pour un investissement locatif. Et ils sont inférieurs en nom propre comparé à ce qu'ils sont pour une SCI, une société civile immobilière. Donc le taux actuel, waouh, c'est un panel beaucoup trop vague pour te répondre comme ça. Combien de frais de notaire faut-il prévoir pour une transaction à 100%, à 100 000 euros, environ 7 500 à 8 000 euros? Les frais de notaire sont quasiment partout les mêmes en France, il n'y a que deux grilles, les départements qui sont restés à l'ancien taux de droit de mutation de 5,09 et ceux qui l'ont augmenté à 5,81. Donc les frais de notaire sont quasiment les mêmes partout en France et environ 7 500 à 8 000 euros sur le montant que tu viens de me donner. J'ai le barème plus précis dans ma sacoche si jamais tu as besoin que je sois plus précis. On appelle ça les frais de notaire, mais c'est essentiellement des taxes non pas pour l'État, mais pour le département et la commune. Caradoc, j'ai eu 3,60 sur 25 ans en SCIS avant négociation. Bah, disons, je serais curieux d'avoir ton offre de prêt sous les yeux. Je ne dis pas que c'est faux, mais je n'ai jamais vu passer un prêt sur 25 ans pour une SCI à l'impôt sur les sociétés. Jamais. Alors moi, ma banque, le CIC, c'est 15 ans. En ce moment, pour des SCI à l'IS, c'était 20 ans il y a 2 ans, bref. Mais je n'ai, dans ma carrière d'agent immobilier, jamais vu passer un prêt sur 25 ans pour une SCI à l'impôt sur les sociétés. Jamais. Donc je serais curieux d'avoir ton offre de prêt sous les yeux. Mais je ne dis pas que c'est faux, mais je l'ai jamais vu, moi, en 16 ans d'immobilier. Alors, Philippas qui dit j'ai loupé le début du live, écoute, pas de soucis, je suis là encore pour 20-30 minutes minimum, donc pas de problème, tant que ma femme me gueule pas dessus pour que je descende manger. Elle est partie faire du yoga, vu que la piscine était fermée, donc je suis avec toi encore un moment. CIC, moi 25 ans, taux 3,39 sur 20 ans et 2,49 sur 25 ans aujourd'hui. Ok, au CIC en plus. Par contre, c'est là, tu me parles IA de nom propre, ou tu me parles de SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Si c'est le cas, je questionnerai. Tu vois, je suis au CIC, je suis banquier, conseiller client pardon, du CIC à Bayeux. J'avais une directrice d'agence qui était très bien, qui vient de partir, et la nouvelle directrice d'agence a voulu me rencontrer, et elle vient me voir la semaine prochaine dans mes locaux. Donc je pourrais la questionner en lui demandant pourquoi ailleurs le CIC fait des prêts sur 25 ans sur les SCI à l'IS. J'en suis étonné, mais j'aurai ma banquière, je vais pas donner son nom, mais j'aurai ma banquière la semaine prochaine. La directrice du CIC à Bayeux. Alors, ok, est-ce qu'il faut payer un compromis, une promesse de vente? Un compromis, en général, non. Ça se passe par un agent immobilier et il est rémunéré souvent par le vendeur, des fois d'ailleurs par l'acheteur sur ses honoraires, et ça comprend l'honoraire de rédaction d'un compromis. Par contre, une promesse de vente, oui, par un notaire, elle est payante pour deux raisons, pour la produire et pour l'enregistrer. Une promesse de vente par un notaire, c'est souvent aux alentours des 500 euros, 300-350 euros de frais de rédaction et 125 euros de frais d'enregistrement. Ah, IA, c'est pas pour une SCI. Ok. Donc, par rapport à ce que quelqu'un disait tout à l'heure, quelqu'un parlait d'une SCI à l'IS. Donc, oui, je suis d'accord qu'on a encore des prêts sur 25 ans en nom propre au CIC, heureusement. Mais la personne de tout à l'heure parlait d'une SCI à l'IS.
Ah, IA, bah c'est bien le problème. C'est pour ça que moi, je trouve que tous les agents immobiliers devraient rédiger eux-mêmes leurs compromis et non pas confier cette mission aux notaires. Les notaires sont une profession que j'adore, que je respecte énormément, mais soyez bien conscient qu'un notaire qui rédige un acte, qui vous lit un acte, déjà il l'a pas rédigé lui-même. Lui, il le découvre une demi-heure avant le début du rendez-vous. Le clerc de notaire qui a rédigé l'acte de vente ou la promesse de vente, alors que c'est ultra important, ne connaît pas le bien pour lequel il rédige. Donc il rédige sur base de documents, un titre de propriété, un éventuel permis de construire, des diagnostics, et il n'a pas vu de ses yeux le bien immobilier avec toutes les particularités que ça peut comprendre. Des servitudes existantes mais non inscrites sur les eaux pluviales, sur un droit de passage, un portail et un portillon, patati patata. Et c'est pour ça que moi je déteste les agents immobiliers qui ne rédigent pas eux-mêmes leurs compromis, parce que c'est indispensable, selon moi, que la personne qui connaît le bien rédige son compromis. Alors, que pensez-vous des hypothèques de caution? Je suis pas sûr de comprendre ta question. Tu me parles des hypothèques, donc l'hypothèque ça peut être lié à un emprunt. La caution, une société de caution, genre Crédit Logement qui se porte garant pour toi. Essaye de m'en dire un peu plus. IA, tiens, question, je vais répondre à ça. Je signe mon compromis dans 10 jours. Est-ce que je peux demander à l'agent immobilier la fiche descriptive? Déjà, tiens, point important. Moi, je ne signe jamais un compromis sans avoir reçu 48 heures avant le projet. Alors, quand j'achète par une agence, c'est à l'agent immobilier que je le demande. Quand j'achète par un notaire, c'est à mon notaire, parce qu'il est notaire assistant, que je le demande et il réclame au notaire du vendeur. Mais moi, je ne signe jamais un compromis sans avoir reçu 48 heures avant le projet avec ses annexes complets. Et cette discipline que je m'impose en tant qu'investisseur, je l'impose dans mes agences, et aucun compromis, alors qu'on en signe 130, 150 par an, aucun compromis dans les boutiques Visit Co n'est signé sans que l'acheteur et le vendeur aient reçu 48 heures avant le projet de compromis complet et l'intégralité des annexes. Ça, c'est vraiment un conseil de base pour avoir le temps de tout lire à tête reposée. Parce que notamment quand on achète dans une SCI, attention, on n'a pas de délai de rétractation. Donc le fait de signer le compromis est un engagement ferme et définitif. C'est encore une fois un des inconvénients de la SCI, comparé au nom propre. On a Azé qui nous dit qu'il a acheté à Bayonne, super région. Écoute, j'y suis souvent passé, je suis portugais, donc on passe pas loin pour monter au Portugal, mais je m'y suis jamais arrêté, alors que j'adore faire le zouave sur les chansons bayonnaises. On a Malik qui nous dit qu'il est clair et qu'il envoie les projets une semaine avant. Bah écoute, je te félicite. Par contre, si tu les envoies une semaine avant, les projets ils sont pas complets. Tu peux pas envoyer une semaine avant. On attend toujours. On est toi et moi professionnels de l'immobilier et on sait malheureusement qu'on attend toujours, notamment les prêts à dater, les états datés. Donc dans ces cas-là, t'envoies sûrement les projets une semaine avant et je t'en félicite. C'est génial, mais ils ont peut-être pas les annexes. Ah bah heureusement Simon que l'agent immobilier est compétent. Alors attention, ne confondez pas l'agent immobilier et le personnel d'une agence immobilière. L'agent immobilier, c'est le titulaire d'une carte professionnelle. Il a une obligation d'aptitude et de moralité. Donc il a l'obligation d'un niveau minimum de diplôme, de générer tous les 3 ans une carte professionnelle, de fournir 42 heures de formation tous les 3 ans, patati patata. Et il a une obligation de moralité en présentant à chaque renouvellement de sa carte un bulletin numéro 2 de son casier judiciaire vide, donc ne pas avoir commis de délit financier. Donc oui, heureusement, l'agent immobilier est compétent pour rédiger un putain de compromis. Oui, heureusement. À X sur les banques, est-ce que je préfère être fidèle ou mettre en concurrence féroce et braquer certains? Complètement tout l'inverse, je suis ultra fidèle. Je fais même des cadeaux quasiment à chacun des prêts. Des fois j'oublie, des fois je devais le faire, je le fais pas. Mais je suis très fidèle à mes banquiers. Je négocie pas plus que ça les taux, sauf pour l'achat de MyRP. Là, j'ai acheté MyRP, j'ai négocié le taux il y a 1 an et demi, mais sur mes investissements locatifs, je ne les négocie pas. Je négocie par contre l'absence de remboursement de pénalité d'IRA. Et je fais des cadeaux à mes banquiers. Donc je ne suis pas du tout pour la concurrence féroce avec les banques. Le projet de compromis, c'est la version brouillon, oui et non. Le projet de compromis, ça pourrait être la version brouillon si on prépare un truc à l'arrache et qu'on l'envoie. Moi, quand j'envoie le projet de compromis, c'est sauf demande particulière motivée des clients ou des notaires de changement, c'est exactement ce qu'on va signer. Donc c'est le compromis définitif, sauf qu'il n'est pas signé.
Et c'est aussi important d'avoir les annexes, notamment en copro, que le compromis. Parce que c'est bien beau de recevoir le projet de compromis, mais notamment en copro, sans les annexes prêt à dater, carnet d'entretien, PV d'AG sont aussi importants que le compromis, en mon sens. Pareil, quand vous achetez un bien immobilier en investissement locatif, les amis, demandez bien à avoir la putain de copie recto verso de la taxe foncière de votre vendeur, sinon vous n'allez pas pouvoir défalquer la taxe foncière lors de votre déclaration de revenus fonciers et vous n'allez pas pouvoir récupérer votre partie de TEOM auprès de votre locataire parce que vous n'aurez aucun justificatif pour le faire. Donc, point important, on réclame toujours, et moi je l'annexe à mes compromis, on réclame la taxe foncière de l'année précédente en recto verso. On n'annexe pas les prêts à dater, on les envoie lors de la purge SRU pour la loi Allure. Bah écoute, moi, à titre perso, quand j'achète des biens immobiliers en copro, je me déplace pas si j'ai pas reçu le prêt à dater avant d'aller chez mon notaire. Pour pas faire de perte de temps à tout le monde, tout simplement. L'agent cherche à vendre et toucher une commission et s'adéquate avec la sûreté de la transaction. Alors attention, Simon, encore une fois, ne confond pas l'agent et le personnel de l'agence. L'agent, certes, il prend une commission, il en prend même 10 par mois ou 100 par an s'il y a plusieurs agences, mais il engage sa responsabilité juridique et pénale sur chaque dossier. Parce que s'il y a une merde, c'est pas le personnel de l'agent qui va être embêté, mais le gérant. Donc oui, c'est en théorie adéquat avec la sûreté de la transaction, même si évidemment, parmi ma profession, il y a des brebis galeuses, évidemment, et c'est plus rare, mais il y a même des brebis galeuses, on parle d'études notariales avant, il y a même certains notaires qui sont condamnés tous les ans, aussi pour des malversations. Donc comme dans tout métier, il y a des gens moins honnêtes. Mais à la base, oui, c'est compatible avec la sûreté de la transaction. Sionalise, bonsoir, je prends le live en route, vous êtes un conseiller, un avocat, alors ni l'un ni l'autre, je suis un simple, à titre personnel, investisseur immobilier. Je suis monté au maximum à 33-34 biens détenus en même temps, aujourd'hui je suis plutôt aux alentours des 25, et donc ça c'est à titre personnel, et à titre professionnel, je fais de l'immobilier depuis toujours, depuis 16 ans, et depuis 5 ans j'ai des agences qui m'appartiennent, enfin depuis 4 ans et demi, et j'en ai 5, j'en ai créé une en première en 2019, une deuxième en 2019, une en 2020, et ainsi de suite, j'en ai 5 à aujourd'hui. Donc je suis agent immobilier de profession et investisseur de passion. Quelle est la différence entre un accord de prêt et un accord de principe? Pas grand-chose, on va plutôt faire la différence entre l'accord de prêt ou de principe et l'offre de prêt. L'accord de principe, ça va soumettre des réserves. L'accord de prêt peut éventuellement être sans réserve, même si c'est très rare. Et par contre, ce qui fait foi, ce qui fait que la banque ne peut plus revenir en arrière, il n'y a que l'emprunteur, si c'est un particulier, qui peut revenir en arrière, mais plus la banque, c'est l'offre de prêt, qui est soumise à la loi Scrivener. C'est encore une différence entre la détention en nom propre et en SCI. En SCI, ce sont des prêts professionnels, vous n'avez pas de délai de rétractation sur votre offre de prêt. Voulez-vous investir encore? J'ai un bien à vous vendre, il est sur quand? Écoute, non, à titre personnel peut-être pas, mais tu peux par contre me le confier en vente. À moi et à mes équipes, Alex, si tu es cané comme moi. Et moi, à titre personnel, hormis pour des locaux commerciaux de mes agents, j'investis que dans des immeubles de rapport. J'investis pas dans des appartements séparés ni quoi que ce soit. Que dans des immeubles de rapport. Ça, c'est mon vrai dada. Et ça me réussit plutôt bien. Je touche du bois. Mon bureau est en bois. N'hésitez pas à vous abonner au compte, évidemment, je ne l'ai pas dit une seule fois depuis le début du live. À mettre des likes. Et pour ceux qui aiment les bagnoles et le côté bon vivant qu'on peut avoir nous français, le pinard, etc. J'ai un deuxième compte qui s'appelle les bolides de Patoche. Vous pouvez le suivre, le follow, comme disent les gens. N'hésitez pas à me dire, pour ceux qui sont là dans le live depuis un moment, d'où vous êtes, quel âge vous avez, etc. Qu'est-ce que ça veut dire immeuble de rapport? C'est un immeuble complet, hors copropriété, qui appartient à la même personne du haut en bas, et qui comporte plusieurs logements, commerces, etc. À partir de 2, on va dire, jusqu'à 5, 6, 7. Ilti, j'ai commencé à acheter mon premier bien immobilier, j'étais tout jeune, j'avais 20 ans, c'était ma résidence principale, que j'ai acheté 66 000 euros, je roulais pas sur l'or à l'époque. J'ai acheté après une deuxième résidence principale en 2013, et après j'ai fait mon premier investissement locatif directement un immeuble de rapport de silo en 2015. Quel conseil pour l'achat d'un immeuble de rapport? Un conseil de base, c'est de vérifier le nombre de compteurs électriques. Vous devez, pour avoir une situation parfaite, avoir plus de compteurs électriques que d'appartements. Et je peux vous expliquer pourquoi.
Par exemple, s'il y a 4 appartements, il faut qu'il y ait 5 compteurs électriques. Ah, j'arrive plus à baisser les commentaires, je fais trembler un peu le téléphone, excusez-moi. J'arrive pas à descendre. Ah, ça y est. Dorothée, que vous conseillez-vous pour un agent immobilier pour vendre votre maison, la vente par à nous? Dans l'immense majorité des cas, le fait de passer par un professionnel a plein d'avantages si tu le choisis bien, par les avis Google, par la notoriété. Donc si tu tombes sur le bon professionnel, oui, tu as de grandes chances d'avoir un intérêt de passer par un professionnel, surtout en ce moment avec un marché immobilier qui se tend un petit peu. Par contre, si tu tombes sur un mauvais, comme certains sont peut-être tombés dans ce live-là, bah, tu te diras que tu auras mieux fait de vendre toi-même. Donc oui, je te conseille malgré tout de choisir un bon professionnel de l'immobilier, soit par le bouche à oreille, de gens qui l'ont vraiment expérimenté, soit c'est tout bête, mais ça fonctionne pas trop mal, par les avis Google. Flo, les SCPI, c'est pas mon truc. Non, c'est pas mon truc du tout. Autant j'ai de la bourse, mais j'ai pas de SCPI. Tout simplement parce que si tu prends mon cas, j'ai monté un beau patrimoine assez conséquent grâce à l'effet de levier, grâce à l'emprunt, grâce à acheter avec de l'argent qui n'était pas le mien, mais celui de la banque, et rembourser la dette avec l'argent qui n'était pas le mien, mais celui des locataires. Et sans SCPI, je dis pas que c'est impossible, parce que certains vont me dire, oui, on peut faire des crédits pour financer des parts de SCPI, oui, c'est possible, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Donc les SCPI ne permettent pas ça, ne permettent pas l'ascenseur social qu'est l'immobilier physique. Et quelqu'un qui dit en SCPI, c'est notre argent. Bah exactement. En SCPI, c'est ton argent. Donc quand on a, ça va, tu peux le placer à 3-4%, etc. Mais quand on n'a pas, c'est pas pareil. Alors que quand tu fais de l'immobilier physique, tu peux demander un prêt à ta banque en apportant parfois 0 d'apport, parfois 10%. Mais même si tu apportes 10%, ça veut bien dire que 90% sont fournis par quelqu'un d'autre. Alex, est-ce que les impôts vous détruisent avec tous ces biens? La seule année où j'ai été détruit par les impôts, c'est l'année 2022. Donc sur les revenus de 2021. Pourquoi? De 2015 à 2021, j'ai été dans une période d'achat et de gros travaux, donc j'ai toujours été en déficit foncier. En 2021, donc déclaré en 2022, j'ai eu beaucoup plus de revenus fonciers parce que je fais des locations nues que de travaux, donc j'ai été défoncé ou détruit par les impôts, comme tu le dis. Et l'année dernière, sur les impôts, les revenus que je viens de déclarer, je ne serai pas imposable sur mes revenus fonciers parce que j'ai fait 86 000 euros de travaux en 2022 sur mes biens locatifs. Et à ces 86 000 euros de travaux viennent s'ajouter d'autres charges déductibles, mes assurances PNO, mes taxes foncières hors ordures ménagères, mes charges de copro sur les 2-3 biens que j'ai en copro, les intérêts d'emprunt, les assurances d'emprunt, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je me suis fait défoncer une fois par les impôts et ça m'a suffi. Et c'est aussi pour ça que je suis en train de revendre un de mes immeubles de rapport à cause de l'imposition. Flo, ah bon, j'ai acheté toutes mes SCPI à crédit total, donc tu as remarqué que j'ai pas été affirmatif, j'ai pas dit que c'était impossible, mais j'ai dit que c'était pas à la portée de tout le monde. Et attention à mettre des mesures sur ce qu'on dit. Est-ce que tu as emprunté, t'as acheté et emprunté 1000 euros de SCPI, 10 000, 100 000, ce qui est déjà énorme, ou est-ce que tu l'as fait sur genre 1 million d'euros? Je serais curieux que quelqu'un me dise qu'il a réussi à emprunter 1 million d'euros pour acheter des SCPI, alors qu'emprunter 1 million d'euros pour acheter de l'immobilier physique, je l'ai fait moi-même, donc je peux garantir que c'est possible. Dorothée, est-ce que je connais un agent en Réunion? Oui, vite fait. Je suis un ancien du réseau Century 21 avant de monter mes agences Visit Co. Et je sais qu'il y avait une très très belle agence Century 21 à La Réunion qui a toujours été parmi les meilleures agences françaises. Je crois qu'ils avaient 2 agences sur l'île et je sais qu'en tout cas, ça a toujours été une agence qui avait une bonne presse dans mon réseau. L'agence Century 21. ROCA, c'est quoi déficit foncier? Donc ça concerne la location nue et non pas la location meublée. En location nue, c'est le fait d'avoir des charges, notamment grâce aux travaux, supérieures aux revenus et donc de constater un déficit qui est reportable sur tes revenus d'activité dans la limite de 10 700 euros. J'en parle dans mon e-book téléchargeable si ça t'intéresse et si tu veux aller plus loin sur le sujet. ILTI, c'est quoi l'avantage de déduire les travaux? C'est exactement ça, c'est de réduire tes revenus nets à déclarer et donc de réduire les impôts via ta TMI et les prélèvements sociaux de 17,2%.
Fresh Martin qui dit excuse-moi de te couper, mais t'es vraiment trop beau. Bah écoute, merci. Alors, si tu t'appelles Fresh Martin, t'es peut-être un homme. Alors, j'ai absolument rien contre les gays, pas du tout. J'ai même un pote gay, mais je le suis pas. Donc désolé, je serai pas, je pourrais pas être ton casse-route. Mais c'est gentil, ça fait toujours plaisir en entendre. Ça m'arrive de moins en moins. Je prends 35 piges, donc ça m'arrive de moins en moins. Ça m'arrivait un peu plus avant. Puis avant, j'étais un peu plus sportif. J'ai fait pas mal de boxe. Ça m'arrive de moins en moins, mais ça fait toujours plaisir en entendre. Merci, Fresh Martin. Est-ce que l'ebook est payant? Absolument pas. L'ebook il est gratuit, il est téléchargeable. Il n'y a même pas besoin de mettre une adresse mail ou quoi que ce soit, comme certains qui veulent votre adresse mail pour vous écrire après. Moi, tu vas sur le bon lien, tu cliques, ça s'ouvre, tu télécharges ou t'imprimes si t'es comme moi à l'ancienne, et c'est gratuit. L'ebook il est 100% gratuit, Mathilde. Je crois que Mathilde, je t'ai déjà vu dans un de mes lives. Moi, je l'ai imprimé parce que j'aime bien le papier. Et voilà, c'est 18 pages. Il y a aussi des avant-après. Vous voyez, je vous donne par exemple certains travaux dans mes logements, ce qui était avant, ce qui était après, combien ça m'a coûté, pourquoi je l'ai fait, déficit foncier encore une fois. Non, déficit sur du meublé, c'est pas possible. Tu peux être en déficit, mais t'as pas l'avantage fiscal de la déduction sur les revenus d'activité. Alors Roca, je peux expliquer pourquoi, mais je suis pas un grand fan de la coloc. Aussi bien à titre personnel, et j'en gère quelques-unes dans mes agences, et j'y vois trop d'inconvénients pour conseiller ça. C'est tentant hein, sur le papier, mais finalement non. Écoute, je l'ignore, IA. Est-ce qu'il y a une aide de Action Logement ou d'une entreprise privée pour l'achat d'une RP dans l'ancien sans travaux? Je l'ignore. Est-ce que je pourrais aller un peu plus loin sur les détails que j'ai fait sur le bien que je vends? Bah, écoute, je vends un immeuble de rapport à Argentan, dans l'Orne, à 2h30 de Paris, si ça va être certain à se situer. C'est une ville d'environ 20 000 habitants. J'ai acheté cet immeuble-là en 2016, avril 2016. Je le vends parce que ça fait plus de 5 ans. C'est un intérêt sur la plus-value, évidemment, on pourra y revenir. Il y a 4 lots dedans. Un local commercial que je loue au rez-de-chaussée à une association. Je la loue au Téléthon. Vous savez, Téléthon, bah, on peut leur donner de l'argent, mais on peut aussi leur en prendre, évidemment, si on leur loue un local. Donc moi, c'est mon cas. Et j'ai 3 appartements au-dessus. Donc c'est un immeuble de rapport qui m'appartient de haut en bas, sans copro. Et c'est un bel immeuble de rapport parce que j'ai 4 lots et j'ai 5 compteurs EDF. On peut encore y revenir si certains se posent des questions. Est-ce que j'ai des appartements au Portugal? J'en ai pas 36, mais j'en ai un avec mes parents et mon frère, donc j'en suis nu propriétaire avec mon frère, et mes parents en sont usufruitiers. Alors au Portugal, ça s'appelle pas exactement comme ça, mais si on traduit en France, c'est ça. Qu'est-ce que je pense de Century 21? J'en pense beaucoup de bien, j'ai fait 12 ans dans ce réseau-là, donc même si forcément ça reste de l'humain, il y a des très bons et des mauvais, mais globalement j'en pense du bien du réseau Century 21. Je sais pas s'il y a des gens de Century 21 qui se connectent des fois à mes lives, mais j'en pense du bien, je vous fais de la pub, les vestes jaunes. Je l'ai porté pendant 12 ans. Mathilde qui vient régulièrement à mes lives, merci, c'est cool. Tristan, as-tu gagné réellement de l'argent sur ce bien vu les travaux? Bah écoute, à l'instant T, non, parce que je l'ai pas encore vendu. Mais si je le revends le prix que je prévois de le vendre, bah évidemment, je vais gagner un beau billet, et heureusement, en 6 ans. Parce que ne pas gagner d'argent sur un immeuble de rapport en 6 ans, ce serait quand même dommage, surtout pour quelqu'un dont c'est le métier. Donc oui, je vais gagner un beau chiffre une fois que je l'aurai vendu. Déduction faite de l'impôt à la plus-value, parce que je vais payer 20 000 euros d'impôt. 19 000 et quelques, selon mes calculs. Wadax, ton coiffeur, c'est un jardinier du Suriname. Exactement, c'est là où je l'ai pris. Je peux te le conseiller si tu veux. Mathilde qui nous dit qu'elle a trouvé l'ebook, n'hésite pas à dire comment tu l'as trouvé parce que certains a priori le trouvent pas. Quel prix pour Argentan? Je le vends 270 000 euros, mon immeuble, il est sur le bon coin. À qui je confie la gestion de mes immeubles? À l'exception d'un immeuble que j'ai dans ma SCI à l'IR avec mon meilleur ami qui est géré par mes agences et donc par ma femme, je gère tout moi-même pour justement essayer de pas mélanger. Et Wadax, n'hésite pas à me le dire si tu veux les coordonnées de mon coiffeur qui est aussi jardinier du Suriname. Thierry, oui, je vais bien, merci. Roca, pourquoi la colocation n'est pas une bonne idée? La colocation en bail unique, j'ai des bons retours, même si des fois il y a des problèmes de vacances locatives, mais j'ai des bons retours. La colocation en bail séparé, j'ai beaucoup plus de mauvais retours que de bons. Donc je suis pas affirmatif. Il y a certaines personnes ici qui vont dire que ça se passe bien, mais c'est très chronophage. Tu fais la police, les parties communes de ton appartement ne te sont pas garanties. Il n'y a pas d'état des lieux sur la cuisine aménagée équipée, donc si quelqu'un te la défonce, c'est tant pis pour toi, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Non, c'est pas vrai, la loi de 2025, je crois que c'est la proposition de loi Laglaise, si je le dis bien. Bref, c'est un truc qui revient tous les 2 ou 3 ans, mais j'y crois absolument pas. En France, le droit de propriété, il est fondamental, il est inaliénable, donc j'y crois pas. Une question, les notaires pour l'achat d'une maison, ils servent à rien, ils te prennent 15 000 euros. Alors non, Pollux, alors attention, je suis pas notaire du tout, mais c'est une profession que je respecte. Quand un notaire te prend 15 000 euros, il prend 3 000 euros pour lui. Tu peux toujours penser que c'est trop, libre à toi, mais il y a 12 000 euros qui se vont à l'État pour une infime partie, au département pour une grosse, et à la commune. Donc quand tu donnes 15 000 euros à un notaire, tu donnes environ 8 000 euros à la commune, 2 000 euros au département, 200 balles à l'État, et environ 3 000 à 4 000 euros au notaire. Déjà, ça va peut-être te permettre de revoir ton curseur. Quel serait votre conseil pour un premier investissement de 30 ou 40 000 euros sous crédit? Qui dit bravo en fin de vérité. Alors je sais pas si tu es là depuis longtemps sur le live et que tu penses que c'est la première vérité que je dis, j'espère pas. Bref, un premier achat 30 à 40 000 euros sous crédit, ça dépend évidemment de ta région. J'ai tendance à déconseiller les garages, souvent sur ces faibles montants, on pense aux places de parking au garage. J'espère que tu es dans une région comme la mienne où les prix de l'immobilier peuvent être relativement bas selon le secteur, et dans ces cas-là, bah, essayer de trouver un petit appartement, voire même une petite maison. Oui, Pollux, tu vois, je dédramatise les frais de notaire. Alors, aucun notaire n'est malheureux, hein. La rémunération moyenne d'un notaire, je crois que ça se trouve sur Internet, c'est aux alentours des 8 000 euros. Et ça, c'est parce que ça comporte des notaires en début de carrière. Les notaires en associé d'études profession gagnent souvent 15 000 balles et plus. Donc, c'est évidemment des gens qui sont pas malheureux. Mais quand un notaire te prend à toi sur un acte de vente 15 000 euros, c'est 7,5% environ, dont 5,81% de droits de mutation. Donc pour l'État, gouvernement, commune. Enfin, département, commune. Il dit non, j'achète que près de chez moi. Enfin, j'achète dans 2 départements, le Calvados et l'Orne. Donc à moins de 50 minutes de chez moi maximum. Qui à l'instant s'agissant des notaires. J'adore les notaires, je fais même parfois des podcasts avec le notaire, j'en ai déjà fait 2. Donc c'est pas des TikTok, les notaires viennent pas encore sur TikTok, mais j'ai une chaîne de podcast et j'ai fait un sujet avec un notaire sur le droit de la famille et un sujet avec un notaire, un sujet très technique sur les divisions de terrain, permis d'aménager, règlement de lotissement, etc. IA, est-ce que je conseille le LMNP? Oui et non. Ça a évidemment l'intérêt de l'amortissement du bien. Donc si vous n'aimez pas les travaux, le LMNP est quasiment l'unique solution pour acheter de l'immobilier sans alourdir votre fiscalité. Par contre, si faire des travaux vous gêne pas trop, ou les faire faire évidemment, moi je conseille plutôt la location nue que la location meublée. Si j'ai 300 000 euros à investir, j'investis dans quoi? Bah écoute, dans ma région, avec 300 000 euros, tu peux acheter un immeuble de rapport. Donc je fonce évidemment sur un immeuble de rapport, et un immeuble de rapport bien fait. Par exemple, un immeuble de rapport de 6 studios, pour moi, c'est pas une bonne chose. Un immeuble de rapport parfait, c'est il y a plusieurs compositions de logements. Un immeuble de rapport parfait, c'est par exemple un local commercial, 2 F2, un T4. Ça, c'est un immeuble de rapport parfait. Différents types de locataires, différents types de turnover, etc. L'investissement dans les bâtiments industriels, tu as déjà essayé, tu conseilles bâtiments industriels? Non, mais dans les murs commerciaux et notamment des bureaux, oui, j'en ai 5 moi-même. Sachant que c'est un peu trompeur parce que ils m'appartiennent dans une SCI à l'IS, enfin ils appartiennent aussi à la banque évidemment vu que j'ai un prêt, mais je me les loue à moi-même à ma propre SARL d'agence immobilière. Ah, est-ce que je peux revenir sur les 5 compteurs électriques? Alors, exception faite très rare d'un immeuble de rapport qui n'a absolument aucune partie commune, c'est-à-dire dont l'entrée des logements se fait toute à l'extérieur, ça arrive, c'est rare. La majorité des immeubles de rapport, au sens où on les entend, ils ont des parties communes, une cage d'escalier. Cette cage d'escalier là, bah évidemment, elle n'est pas dans le noir, elle a de la lumière. On appuie sur l'interrupteur, la lumière s'allume. Et bah c'est un bon immeuble de rapport, c'est un immeuble de rapport qui a son propre compteur électrique pour les parties communes, et non pas de la bidouille comme on voit dans plein d'immeubles de rapport, et je l'ai sur certains des immeubles de rapport malheureusement, où les parties communes sont prises sur un appart, etc. C'est illégal, interdit, on appelle ça comme on veut, mais c'est pas bien. Zé qui nous dit, j'ai lu qu'ils allaient faire venir plusieurs migrants sur la commune d'Argenton. Peut-être, c'est une grande commune, hein, il y a 20 000 habitants, donc il n'y a rien de choquant dans ça.
Ah non, IA, je fuis ce genre de locataire. Je loue à des locataires que moi j'appelle de qualité. Je ne perçois pas la CAF en direct. Je déteste ça et je peux vous expliquer pourquoi. Je ne perçois pas la CAF en direct. Et pour moi, un locataire qui a beaucoup de CAF, est-ce que c'est intéressant? Pour moi, c'est tout l'inverse. Je préfère les locataires limite qui n'ont pas de CAF et qui ont des bons revenus. C'est des fois plus facile à dire qu'à faire, mais pour moi, un locataire qui a beaucoup de CAF, c'est pas avantageux parce que ça va avec une typologie de population que je n'aime pas. Moi, il y a deux types d'investisseurs. Il y a celui qui rénove des biens à la va-vite, qui fait de la merde et qui peut les louer à ce type de locataire-là. Et il y a celui comme moi qui rénove les biens comme si c'était pour lui. Donc je mets des cuisines aménagées équipées de chez Leroy Merlin. Chez moi, une cuisine que je rénove dans un appart me coûte 5000 balles en moyenne avec l'électroménager et la pose. Et non pas 1000 balles si tu mets du premier prix patati patata. Donc non, je veux des locataires qui me ressemblent. Est-ce que je pense qu'il est toujours possible d'obtenir un prêt avec un CDD et un apport de 10%? Oui, il y a deux choses dans ce que tu me dis, une positive, une négative. Le CDD, c'est évidemment négatif pour les banques. L'apport de 10%, c'est positif. Ça montre une capacité d'épargner, de bonne tenue des comptes. Donc est-ce que c'est possible? Oui, c'est toujours possible. Est-ce que c'est facile? Peut-être pas. Démarche les banques pour voir selon d'autres choses. Il y a aussi tout type de CDD. Il y a des gens qui sont en CDD parce qu'ils ont des professions où c'est courant d'avoir des CDD. Ceux qui sont dans les fonctions publiques non titularisées, les aides-soignants, etc. Bref. Pourquoi j'aime pas les appels en direct? Déjà parce que quand ton locataire est en impayé, tu dois déclarer ça à la CAF. Si tu oublies, tu es passible d'une amende importante. Parce que la CAF te paye à terme échu alors que toi tu fais des baux à terme à échoir. Et donc c'est toujours la merde au début du bail et à la fin, avec un décalage dans la trésorerie, etc. Donc je peux développer, mais voilà quelques raisons rapides qui font que je n'aime pas les locataires dont les revenus sont essentiellement ceux de la CAF. Est-ce que je crois que tu arriveras à vendre ta maison à La Réunion? Il n'y a aucune raison qui fait qu'une maison à La Réunion ne se vend pas. Tout est toujours une question de prix, de secteur et ainsi de suite. Mais de base, dire que ta maison à La Réunion ne peut pas se vendre sans la connaître, non, heureusement que c'est possible. Alors Tristan, j'ai déjà répondu pour les investissements dans les locaux professionnels, dans les bâtiments professionnels. Je vais approcher ça pour me mettre un peu plus droit, pour pas avoir mal au dos. Ah, Ilti, est-ce que c'est possible de déduire le montant des travaux d'un appart grâce à son entreprise de bâtiment? Je vais reformuler. Est-ce que si tu as un appartement qui t'appartient en nom propre, un appartement locatif, et que tu es gérant d'une entreprise de bâtiment, par exemple une SARL, est-ce que tu as le droit de te facturer en nom propre et de passer ça en travaux? Oui, tu as le droit. Grosse prudence en cas de contrôle, on va éplucher la véracité des travaux, la véracité des paiements. On va vérifier sur les deux comptes bancaires que ce qui a été débité chez Paul a bien été encaissé chez Jacques. On va vérifier que ce que tu as déduit d'un côté, tu l'as bien déclaré de l'autre, et ainsi de suite. Quel âge j'ai? J'ai 35 piges. Depuis pas très longtemps, je suis du mois d'avril. En gros, vous n'aimez pas les faibles revenus, quoi? Écoute, en tant qu'un propriétaire bailleur, évidemment, je vais pas te dire le contraire. Alors, je mesure mes propos. J'ai très souvent loué à des locataires avec des revenus vraiment modestes, mais j'avais un garant personne physique, c'est par les parents par exemple ou autres, qui gagnait mieux sa vie. Salut Camilia, je vais très bien, j'espère que toi aussi. Alors ça fait 1h10 que je fais le live, donc je parle un peu moins bien, je peux peut-être commencer à bégayer, avoir un peu chaud, être un peu plus rouge, mais je vais très bien. Et il y a qui me remercie pour la qualité des réponses, c'est gentil, ça fait plaisir, parce que des fois on pose des questions et on remercie pas derrière. Et nos mamans nous ont tous appris à être polis, et donc ça fait plaisir, merci. N'hésite pas à mettre des petits likes, ça permet au live d'être montré à un peu plus de personnes. Clément Duval, la chèvre. Clément Duval, c'est un de mes agents Visit Co. Clément qui nous rejoint. C'est les coups de soleil le rouge. Non, c'est pas les coups de soleil. Tu sais bien que je passe la majorité, malheureusement, de mes journées dans mon bureau et non plus sur le terrain. Quoique je sors d'une estimation, j'ai fait une estimation à 16h30, tu vois, ça fait du bien de revenir un peu sur le terrain. Où est-ce qu'il faut liker, applauser? Écoute, j'en sais rien, je suis pas non plus un pro de TikTok, mais tu le vois, je sais pas si toi tu les vois passer, il y a des petits likes qui passent, donc ça veut dire que TikTok vous le permet quelque part. N'hésitez pas à le dire, ceux qui savent. Et ça aide l'algorithme de TikTok. J'y gagne rien sur les lives, on gagne pas d'argent, etc. ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est plus sympa d'être plus nombreux. Il y a plus de questions, etc.
Donc si quelqu'un sait où il faut liker, n'hésitez pas à le dire. Ah, faut taper l'écran. D'accord. Ok. Chubac, non, je réalise les travaux uniquement par entreprise. Par contre, j'ai encore en bonne partie sur mes chantiers le rôle d'approvisionner. Pour les gros travaux type placo, électricité, je passe par des vrais pros. Pour les travaux secondaires type peinture, etc., je passe par un auto-entrepreneur qui me suit sur tous mes chantiers. Et du coup, j'ai encore quand même un truc qui prend du temps, qui est le suivi du chantier et l'approvisionnement. Mais par contre, la main-d'œuvre, je fais rien moi-même. Ah, on a une portugaise qui nous dit obrigada. Et Dorothy Ratchner, si je le prononce bien, t'as un pseudo à rallonge qui me remercie, c'est la première fois qu'il me suit sur TikTok. Bah écoute, je fais des lives 2 à 3 fois par semaine, c'est jamais programmé, c'est toujours selon ce que j'ai à faire, quand ma femme rentre tard, parce que ma femme rentre plus tard que moi, etc. Souvent, pourtant on bosse ensemble, et n'hésite pas à t'abonner sur mon compte TikTok dans ce cas-là. Et Lisbonne est une ville magnifique à visiter, oui, évidemment. Lisbonne, c'est une ville magnifique, même si je préfère le nord du Portugal et la vallée du Douro au centre-sud, mais oui, évidemment. Et je m'appelle Patrick. D'où le nom du TikTok, les conseillers en niveau de patoche, je m'appelle Patrick. Mes parents portugais, tu vois, m'ont mis un prénom bien français pour favoriser l'intégration. Je pense quoi d'acheter un IDR avec un DPEF ou G? Je pense que c'est une belle opportunité de réaliser des travaux et donc d'y avoir un intérêt fiscal et donc de payer le bien un peu moins cher et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc Tom, j'y vois plein d'avantages. Du moment que tu as un budget pour faire les travaux et que le prix tient compte de cet inconvénient. Et en IDR, tu as beaucoup moins de soucis de gestion, d'amélioration des DPE. Quand tu es en copro, tu peux pas toucher à l'isolation par l'extérieur, tu peux pas mettre une pompe à chaleur, etc. Alors que si tu as un immeuble de rapport complet, tu peux faire ce genre de choses. Je vais à Porto le mois prochain, des conseils. Wow, écoute, là, on sort de l'immobilier. Alors, j'atterris très souvent à Porto quand je vais au Portugal. À Porto même, pas tant que ça, mais il y a plein de belles villes à côté auxquelles il faut pas penser à côté si tu restes plusieurs jours. Il y a Aveiro, qui est magnifique, la Venise portugaise, qui est pas très loin. Il y a Coimbra, c'est pas très très loin, c'est très très beau. T'as Amarante, qui est la ville d'origine de mon père, qui est très très jolie avec une rivière qui traverse la ville. Mais Porto, je fais plutôt que la traverser en général. Et merci Dorothée pour ton message, ça fait plaisir. Ma femme, elle va sûrement passer à la fin du live. En général, elle vient me chercher, elle me tire les oreilles. Et vous l'apercevez, elle peut répondre en plus à une ou deux questions. Alors désolé Antoine, c'est pas que je veux pas te répondre, mais Antibes n'est pas une ville que je connais. Et dès que je ne connais pas, je ne dis rien. Je déteste les personnes qui parlent sans savoir. Donc je connais 99% de l'immobilier, le pourcentage que je connais pas, je réponds pas. Je fais un peu de bourse, mais on me pose souvent des questions sur la bourse, je suis pas pertinent pour répondre. Je ne réponds pas. Je ne réponds que si je me sens pertinent. Et pareil, Marseille, c'est une belle ville. J'y suis allé qu'une fois pour un congrès immobilier, et je la connais pas assez pour te conseiller. Est-ce que je conseille d'acheter de l'immobilier n'importe où en France? Oui, évidemment, pour plein de raisons, du moment qu'on le fait avec prudence. Est-ce que particulièrement en Antibes ou à Marseille? Écoute, j'en sais rien. Ah, on a des gens qui connaissent bien le Portugal, c'est cool. Même si moi je suis chauvin, je suis pas objectif, mais c'est objectivement un beau pays quand même. Penses-tu que l'État et les communes vont commencer à tondre les bailleurs? Alors les communes, non. Si, ça pourrait vers la taxe foncière, mais la taxe foncière, elle n'est pas liée au statut de bailleur. Donc je pense pas que les communes vont tondre les bailleurs. Les communes vont tondre les investisseurs en Airbnb, ça c'est sûr. Par contre, est-ce que l'État va tondre les bailleurs? Écoutez, Macron a dit il y a 2 semaines, 3 semaines dans une interview au Figaro que l'immobilier en France est un paradis fiscal et qu'il faut revoir ça. Il a dit par contre que c'est pas pendant la crise qu'on dépose le moteur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va bientôt nous défoncer, mais pas tout de suite. Dorothée, on mange bien au Portugal. Bah ouais, grave qu'on mange bien. Moi, si quand j'y vais une semaine, je prends 4 kilos. Donc en même temps, j'y vais en mode me limite. Je suis allé à Faro. Donc Faro, c'est tout bas du Portugal, de l'Algarve, une petite ville magnifique. Oui, c'est très beau. Annie, est-ce que je suis au Canada? Pas du tout, je suis en Normandie. Ouais, non, tu le découvres pas par ma fenêtre, mais je suis en Normandie, en France. Le micro-foncier, c'est bien pour payer moins d'impôts, non. Écoute, Brace Corsair, c'est pas que je veux te contredire, mais c'est tout l'inverse. Le microfoncier te permettra pas de payer moins d'impôts, il va forcément générer de l'impôt parce que abattement de 30% veut dire 70% à taxer. Donc autant le régime réel peut te permettre de baisser tes impôts, le microfoncier et ne te permet en aucun cas de réduire tes impôts, en aucun cas. Alors Wagner, oui, je pense dans le Wagner, je suis tout à fait d'accord avec toi.
il le dit pas évidemment dans l'article du Figaro, où le paragraphe immobilier fait quelques lignes, mais entre les lignes, je pense qu'il cible le LMNP, qui est effectivement une sorte de paradis fiscal. Parce que l'investisseur en location nue, hormis celui qui fait du déficit foncier comme moi, tu as raison, TMI plus CSG, on est souvent à 50%. Tu as tout à fait raison. Sur mes revenus nets en 2021, année où j'ai pas fait assez de travaux, j'ai une TMI à 30%, 17,2% de CSG. J'ai payé 47,2% d'impôts et de prélèvements sociaux sur mes revenus fonciers nets. Donc c'est énorme. Alors, Princesse Jasmine, je suis pas d'accord avec toi et je comprends chacun son point de vue, je les respecte toujours, mais je pense que je suis pas d'accord ni à l'instant T et je pense qu'au moment où tu arrives à la retraite, celui qui malheureusement ne sera pas propriétaire d'un ou plusieurs biens immobiliers sera pas forcément bien. Ah oui. Que veut dire CGP, conseiller en gestion de patrimoine? Il y a quelqu'un qui vient de le dire en bas, qui travaille dans une banque privée. N'hésite pas à nous dire c'est laquelle, s'il n'y a pas de, si t'as pas de souci avec ça. Coucou chérie. Ma femme fait des conneries sur le côté, ça me fait rire. Ma femme est un enfant. Elle est plus vieille que moi, elle a 40 piges, ma femme. Ma femme est un enfant. C'est le petit rayon de soleil quotidien parce que c'est un enfant. Et là, elle fait sa belle en tenue de sport. Allez, enlève tes bras maigrelets. Je vais prendre ma douche, il te reste 5 minutes. Ok. Il me reste 5 minutes, vous avez entendu. Mel, on sera plus propriétaire de nos terrains, c'est officiel. Non, pas du tout. C'est un député comme un autre. On a le coup tous les 2 ou 3 ans. C'est la loi Laglaise, si je dis bien. Le projet de loi, c'est évidemment pas... Ah, je vois premier cadeau. Quelqu'un m'a envoyé un truc. Ilti m'a envoyé un truc. Je sais pas ce que ça veut dire, mais merci. Donc non, c'est pas officiel. Et évidemment que non. Arrêtons de se monter en l'air pour rien. C'est évidemment pas le cas. Ah, Benoît, t'es souvent dans mes lives qui dit à table. Mais non, pas encore. Écoute, elle est en brassière de sport. Il faut qu'elle se lave et après qu'elle me fasse à manger tranquillement. 5 minutes et à table, c'est ça. Peux-tu nous expliquer le processus lorsqu'on souhaite réaliser des travaux, choix artisans, etc. Écoute, je suis pas forcément le meilleur exemple là-dessus, parce que ça peut faire sourire, mais je travaille un peu à l'ancienne, 2 fois sur 3 sur mes chantiers, je travaille sans devis, sans filet de sécurité, parce que j'ai 15 ans d'expérience et que je connais mes artisans, etc. Mais c'est évidemment de faire des devis, c'est évidemment de vérifier la présence d'une décennale, c'est évidemment de demander l'attestation décennale pour s'assurer que, oui, il était assuré, il y a un chiffre sur le devis, mais est-ce qu'il a bien l'attestation de l'année en cours? C'est vérifier aussi qu'il est couvert pour les travaux réalisés. Je te donne l'exemple type. Le plombier qui vous dit oui, je suis plombier, je vais refaire votre salle de bain, je suis couvert en décennale bien évidemment. Ah, il faut refaire un morceau de placo pour poser le bâti du chiotte, je vais vous le faire également parce que je sais faire, oui, mais certains plombiers sont assurés pour faire également du placo en décennale, d'autres ne le sont pas. Donc un conseil de base, ça peut être de demander des devis préalables, de vérifier la police d'assurance sur le devis et de demander la copie d'attestation d'assurance de l'année en cours et de vérifier que les travaux que tu projettes sont bien couverts par la police d'assurance. Ça peut être un exemple à la va-vite. Désolé, je parle toujours un peu vite dans les lives, mais c'est pour que ce soit dynamique. Si vous voulez que je réduise, quitte à être plus lent, vous me le dites. Princesse, une décennale ne sert presque à rien sauf si la maison fait s'écrouler. Écoute, je te contredis une nouvelle fois, mais je vends 120 biens par an dans lequel beaucoup de gens font les travaux eux-mêmes et j'ai quelques clients depuis 5 ans que je vois mes agences qui sont au procès des vendeurs avec leurs acheteurs parce qu'ils ont fait des travaux eux-mêmes qui n'ont pas de décennale et pour lequel les acheteurs les attaquent sur tout et rien. J'exagère, mais je suis pas tout à fait d'accord. Alors Tristan, si on fait les travaux soi-même, est-ce qu'on peut déduire ou pas? Oui, tu peux déduire les matériaux et non pas la main d'œuvre évidemment parce que tu n'en payes pas. Mais attention, déjà tous les travaux ne sont pas déductibles, notamment en location nue, et tu peux déduire uniquement si tu as des factures et non pas des tickets de caisse, et uniquement si tu as des factures à l'adresse du chantier et non pas à ton adresse à toi. Contrepartie, bref, pas assez bien pour écrire les commentaires, mais tu peux échanger, checker avec les managers. Je comprends rien à ton message Sunshine, c'est peut-être lié à un message du dessus, excuse-moi.
Wagner qui dit non, c'est top comme ça, parfait, je peux dépoter, je suis quelqu'un de très speed dans la vie, donc je peux parler encore plus vite. Ah, qu'est-ce que je pense du démembrement de propriété? J'en pense à titre personnel pas du bien, mais je suis pas affirmatif. L'inconvénient du démembrement de propriété, tu t'achètes la nue propriété moins chère, mais t'as pas de rente qui tombe. Et moi, je suis un fervent amoureux de la rente, le loyer, qui suppléante le crédit et le cash flow. Donc forcément, ça c'est pas possible avec du démembrement de propriété. Ok. Ah, je vois que c'est un échange entre vous deux, pas de souci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je suis encore avec vous 5, 10, 15 minutes, le temps que ma femme se lave. Et il y a de la surface à laver, vous avez vu, pour ceux qui l'ont aperçu dans la vidéo. Ah, user, que risque-t-on si on fait un investissement en PTZ? Désolé de spammer. Acheter un bien et avoir le droit à un PTZ, rien. Par contre, effectivement, acheter un bien qui est une résidence principale et après le mettre en location veut dire, sauf exception, mutation, etc., que tu dois rembourser ton PTZ. Wagner, 5 minutes chez les femmes, c'est 20 minutes exactement. T'as raison. Désolé, Roca, je ne connais pas Marseille, encore moins le premier arrondissement, donc j'en sais rien. Tam qui dit juste un constat, ton contenu trop bien. Waouh, ça fait plaisir, super, merci. N'hésite pas à t'abonner à mon compte, et si t'aimes les bagnoles, donc on ne parle pas d'immobilier, mais je fais la même chose avec beaucoup plus d'humour, parce que là, j'ai des clients qui peuvent me regarder, j'ai un compte de bagnole qui s'appelle Les Bolides de Patoche, tu peux y aller. Investir à Dubaï, j'en ai aucune idée, je suis pas un vendeur de rêve, donc je dis pas que c'est bien ni mauvais. Moi, personnellement, je n'investis que près de chez moi, parce que je suis à l'ancienne, j'aime pouvoir me déplacer, j'aime connaître, donc j'investirai pas à Dubaï, j'investirai pas non plus en Pinel à l'autre bout de la France, dans une ville que je ne connais pas, mais chacun fait ce qu'il veut. Ah, pour que les vendeurs soient plus informés, bah écoute, même dans mes agences, je mets en place, un peu comme font les notaires, mais plus complet, un questionnaire vendeur. C'est une façon pour moi déjà de permettre au vendeur de comprendre que sa responsabilité peut être engagée et donc s'il est de bonne foi de se dédouaner en notant les problèmes connus. C'est une façon pour moi, agent immobilier, de me dédouaner de ce que je ne peux pas voir. Donc un questionnaire vendeur, c'est une bonne idée. S'il y a des agents immobiliers qui nous écoutent là, ou des clercs de notaire, il y en avait un tout à l'heure, pour moi, le questionnaire vendeur, c'est une annexe indispensable d'un compromis de vente. Moi, je signe pas un compromis de vente sans avoir le questionnaire vendeur rempli et signé par mon client. C'est entre autres une vraie décharge pour moi, mais pas que. Alors, on a quelqu'un qui nous reparle d'assurance. J'ai fait construire avec des décennales, mais sans dommage ouvrage, ça craint. Non, ça craint pas. Déjà, il y a pire. Il y a des gens qui font de l'autoconstruction et qui n'ont aucune assurance. Donc, la dommage ouvrage, c'est clair, c'est bien. Si tu vends avec une dommage ouvrage, ton acheteur ne te fera jamais chier. Il actionnera la dommage ouvrage et t'en entendras jamais parler. Si tu vends avec des décennales, ton acheteur, c'est toi qui vas poursuivre s'il y a un problème. Mais en théorie, tu pourras te retourner sur les décennales. Donc, ça craint pas, même si c'est encore mieux d'avoir sur une maison neuve une dommage ouvrage. Braise, est-ce que j'ai déjà eu à expulser des locataires dans mes biens immobiliers perso? Non, jamais. Dans mes agences, Visenco, oui, on l'a fait une fois. Non pas d'un locataire qu'on avait installé, mais d'une gestion d'un immeuble de rapport de 5 ou 6 lots qu'on a récupéré avec un locataire en impayé, et on l'a expulsé au bout de, ma femme vous le dirait mieux que moi, mais au bout de 14 mois de procédure, quelque chose comme ça. Dorothy qui dit trop content d'avoir fait ta connaissance. Avec plaisir. N'hésite pas à me dire d'où tu es. J'ai une bonne mémoire des noms en général, donc je retiendrai ton pseudo et d'où tu es, t'es un homme, une femme, quel âge t'as, n'hésite pas. Tu as fait une love room près de chez toi, ça marche bien pour moi. Alors c'est pas à moi que tu parles, princesse, que je n'ai pas fait de love room. Il y en a près de chez moi dans ma région, il y en a une à Bayeux par exemple, à 15 km de chez moi. Alors je comprends l'idée, c'est excitant. Après ça s'apparente, enfin c'est pas que ça s'apparente, c'est de la location meublée, saisonnière, avec tous les inconvénients et les risques que ça peut comprendre sur le règlement de copropriété, sur le fait que les villes encadrent ça, etc. Donc je suis pas un grand fan, mais je comprends l'idée. Ah, Dorothy, t'es une femme qui habite à La Réunion. Ok, donc c'est toi qui parlais devant ta maison. Écoute, tu dois avoir un beau temps à La Réunion. Zitouner, conseilles-tu de monter une holding au-dessus d'une SCI? Pour certains profils, oui, bien évidemment, ça peut avoir des intérêts. Pour beaucoup d'autres, non, c'est une connerie, une usine à gaz, je vais être franc avec toi.
En 2021, qui a été ma plus belle année sur ma SARL, on a été voir un avocat fiscaliste parce qu'on a une SARL, on a une SILIS. J'ai aussi une SILIR, mais ça, il n'y avait pas d'intérêt avec la holding. Et quand j'ai pesé le pour et le contre, parce que l'avocat au début m'a mis en avant tous les intérêts de la holding, et là, t'as une demi-molle, tu dis, ah ouais, ok, je vais remonter de ma SARL qui gage, je vais éviter l'IS, je vais réinvestir bam bam, mais au bout d'un moment, j'ai dit, ouais, mais ils sont où les inconvénients? Et j'ai posé des questions, et quand j'ai mis tout sur la table, eh ben, j'ai pas monté ma holding, tu vois. Alors, princesse, je sais pas si c'est à moi que tu parles ou à quelqu'un d'autre. Ah, t'es alsacienne, wow, bah, sacré delta, hein. Tu passes de l'Alsace à la Réunion, waouh. Je sais pas si c'est le boulot qui t'a envoyé en Réunion, mais j'ai jamais fait la Réunion. J'aime bien voyager pourtant, mais j'ai jamais fait la Réunion et ça m'attire, cette île. Après, pour y vivre, encore une fois, c'est un autre débat, hein. C'est toujours pareil. Iris, tu penses qu'il faut penser à acheter quand? Écoute, si c'est une résidence principale, on peut avoir plein de débats sur le bon, le mauvais moment, les prix, les taux. Si c'est du bien locatif, autant que tu peux. Moi, j'achèterais autant que je le pourrais si j'étais pas un minimum bridé par les banques, un minimum bridé par mon énergie, un minimum bridé par le fait que je veux avoir quand même une vie à côté. Mais c'est toujours le bon moment pour acheter de l'immobilier locatif parce que c'est le locataire qui te le rembourse. Ah, Iris en résidence principale. Écoute, on nous dit que les prix de l'immobilier vont commencer à baisser fortement, c'est peut-être vrai, mais si les prix baissent, c'est parce que les taux augmentent. Si à un moment les taux baissent, les prix vont commencer à réaugmenter. Donc, Deal qui nous dit que les taux font fuir en ce moment, c'est vrai évidemment pour une résidence principale, c'est moins vrai pour un investissement locatif parce que ils sont défiscalisables, les intérêts d'emprunt, et en plus un emprunt, ça se renégocie. Si les taux viennent à rebaisser évidemment. Donc vous n'aurez pas les mêmes taux que les nouveaux clients, mais vous pourrez facilement baisser fortement un taux si les taux viennent à baisser. On est sur la fin du live, les dernières minutes je pense. N'hésitez pas à mettre quelques petits likes, on n'est plus que 33. C'est pas beaucoup, on a été quasiment 200 à un moment. Iris, est-ce que je pense que la crise de l'immobilier qui arrive va faire fortement baisser les prix? Non, fortement, j'en suis convaincu que non, même si convaincu que non, c'est que moi, c'est que mon avis. Les faire baisser par contre de 2, 5, 10% sur les 2 années qui viennent, oui, ça c'est fort probable. Ah, The Raven, je crois que je t'ai déjà vu dans un de mes lives. Je crois, si je ne confonds pas. Alors Mel, que je comprenne ta question, toi t'es le vendeur ou t'es l'acheteur? Ah oui, Iris, bien sûr. Surtout si c'est pour des biens locatifs. Surtout. Mel, tu es l'acheteur. Et t'as pas encore signé ton acte de vente? Mounir qui pose une bonne question. Est-ce que je ne pense pas que la fiscalité sur les revenus locatifs rend l'investissement inintéressant? Non, heureusement. Donc, quand tu parles de revenus locatifs, tu parles de location nue. Sinon, ce serait des recettes en location meublée. Et en revenus locatifs, moi, j'arrive très bien à éviter l'impôt quasiment tous les ans grâce aux travaux et grâce au mécanisme du déficit foncier. Ah, The Raven, je révisais sur vos livres quand j'avais. Ah bah non, Mel, un acte de vente, c'est irrévocable, hein. Tu peux poursuivre le vendeur, tu peux avoir des dommages et intérêts, etc. Mais l'acte de vente, tu le casseras pas, c'est trop tard. Quels sont les inconvénients de la holding? S'il y a un gros patrimoine, tu vas absorber les frais. Si c'est pour mettre un studio et une maison dedans, ça sert à rien. Tu vas avoir des frais de constitution, 1500 balles si tu te fais accompagner minimum. Tu vas avoir des frais de bilan annuel, 1000 euros minimum par un comptable. Tu vas avoir la nécessité d'avoir un compte bancaire professionnel, 20 euros par mois et ainsi de suite, ainsi de suite. Iris, alors j'ai déjà fait ce genre de vidéos, je te rassure, notamment sur YouTube, des vidéos sur notamment le déficit foncier, donc acheter un bien locatif et éviter l'impôt, le déficit foncier, des vidéos sur la SCLIS, acheter un bien locatif, éviter l'impôt. Donc tout ça, Iris, tu peux trouver ça sur YouTube en tapant la minute du propriétaire.
Med, oui, oui, je confirme. Il est très important de tout lever avant et notamment faire des revisites juste avant l'acte notarié pour lever tous les points et inscrire des conditions éventuelles dans les compromis, dans les actes de vente, pardon, séquestrer des sommes, etc. Mais un acte de vente, ça ne se casse pas. Donc tu peux éventuellement poursuivre ton vendeur, éventuellement obtenir des dommages et intérêts, mais tu ne lui rendras pas sa maison. Iris, le déficit foncier, ça fonctionne correctement. Ça, je te l'explique. Écoute, je vais le faire très rapidement ici, mais en détail, tu l'as dans mon e-book, téléchargera gratuitement, et sur YouTube toujours, tu tapes le déficit foncier, la minute du propriétaire, tu as des vidéos. Mais grosso modo, le déficit foncier, on arrive à parvenir au déficit foncier quand on a des charges supérieures au loyer, et ça notamment grâce aux travaux réalisés dans les logements. Et ça te permet de ne pas payer d'impôts, et ça te permet même l'année de constatation du déficit foncier d'avoir une réduction d'impôt puisque tu peux baisser tes revenus d'activité dans la limite de 10 700 euros. J'essaie de le dire le mieux possible. C'est très résumé, c'est très rapide, mais je me répète, tu as l'info là-dedans, dans mon e-book téléchargeable. Victor, le mieux reste le meublé, il faut en profiter avant qu'il réforme tout ça. Le meublé a plein d'autres avantages, mais il a aussi plein d'autres inconvénients qui n'existent pas en nu. Moi, je suis jamais catégorique. Vous m'entendrez jamais dire le mieux c'est le nu, le mieux c'est le meublé, le mieux c'est la SCI, l'IR ou l'IS. Je vous dis à chaque fois que chaque régime a ses avantages et ses inconvénients. Iris, oui, tu as tout compris. Ça suppose de réaliser des travaux tous les années. Donc moi, je réalise des travaux tous les ans, des fois plus, des fois moins. Les pires années où je paye des impôts, je réalise 30 000 euros de travaux en moyenne dans mes appartements. L'année dernière, j'ai fait fort, notamment en faisant une isolation par l'extérieur de 2 de mes immeubles. L'année dernière, j'ai réalisé, donc en 2022, que je viens de déclarer dans mes revenus fonciers, j'ai réalisé 86 000 euros de travaux dans mes appartements. Jérémy, alors pour moi, c'est souvent une très mauvaise idée, ou alors il faut qu'on me le démontre. Créer une SCI pour acheter des nouveaux biens, ok, mais créer une SCI pour réintégrer les biens détenus avant mon nom propre, ça passe par la case imposition des plus-values immobilières côté vendeur, frais de notaire une deuxième fois alors que tu les as déjà payés une première fois. Donc je pense moi souvent que c'est une mauvaise idée. Alors Med, oui, je dis pas que ça n'existe pas, sauf que moi, en 16 ans d'immobilier, j'ai vendu moi-même peut-être 500 biens, j'en ai encadré plus de 1000 dans mes agences et dans celles que je gérais avant, et je n'ai jamais eu le cas de figure. Donc on peut te dire que oui, dans les annales, ça a déjà existé, que le droit le prévoit, mais dans les faits, écoute, reviens me voir dans 1 an ou 2 sur TikTok, et tu verras que dans le meilleur des cas, tu auras gagné un procès contre ton vendeur, et donc tu auras été dédommagé pour le préjudice subi, et encore que c'est très compliqué, mais en tout cas, tu n'auras pas cassé ton acte de vente. Les travaux seront défiscalisés sur combien d'années? Autant d'années que tu as, donc dans la limite de 10, que tu as de revenus à effacer. Et Victor confirme 10 ans. Le déficit foncier, c'est sur une année, et après le déficit reportable sur 10 ans. Par contre, tu peux tous les ans te mettre à nouveau en déficit foncier, mais grâce à des nouveaux travaux, pas ceux de l'année précédente. C'est pour ça, après j'ai un nombre d'appartements qui va avec, mais c'est pour ça que je réalise tous les ans, des travaux. Oui, Jérémy, oui, je pense ça, par exemple, tout à fait. Soit en acheter des nouveaux, soit te libérer de lignes d'emprunt, prendre des plus-values, etc., générer des apports, etc., récupérer du cash, et racheter des nouveaux biens dans une SCI, mais réintégrer des biens existants dans une SCI, c'est très souvent lourd en fiscalité. Je suis sur les dernières minutes du live. Tu me dis, ma femme, quand tu veux que je descende? Ok. On est vraiment sur les 2-3 dernières minutes, n'hésitez pas. Jérémy Perrin, bah écoute, souvent la réintégration d'un bien immobilier dans une SCI s'appelle la vente à soi-même. Donc côté vendeur, tu payes l'imposition des plus-values immobilières. Côté acheteur, tu payes une deuxième fois, ta SCI paye une deuxième fois les frais de notaire. Pourquoi une deuxième fois? Parce que tu les avais déjà achetés toi quand tu avais acheté le bien en nom propre, et ta SCI, sur le prix de vente, va les payer une deuxième fois. Tu penses que je peux créer une agence immobilière après 1 an d'expérience? Oui et non. Si tu as l'aptitude et la moralité, oui, tu peux même le faire après une journée d'expérience. Ce sera pas forcément une bonne idée. Mais attention, le métier d'agent immobilier, l'obtention des cartes professionnelles est lié à l'aptitude et à la moralité. Donc au minimum un BTS profession immobilière ou un master, une licence de droit, etc. Et aussi, il faut jamais que tu aies été condamné. Il faut pas de mention dans ton bulletin numéro 2 de ton casier judiciaire.
The Raven, non, la maison dans laquelle je suis, c'est une maison qui est des années 90 pour la partie dans laquelle je suis, plus une extension de 2013, mais moi je l'ai acheté il y a 1 an et demi, donc je ne l'ai pas construit. Alors Scarper, dans ces cas-là, il faut que tu demandes à ton expert comptable de déterminer la valeur. Donc c'est la valeur du bien immobilier en lui-même avec une décote, parce qu'on part du principe que des parts de SCI ont une valeur légèrement inférieure au bien immobilier en lui-même parce que c'est moins liquide. Comme les SCPI, tiens d'ailleurs. Samy, non, toujours pas. En même temps, je m'en suis pas occupé. J'ai eu 2 demandes sérieuses, mais j'ai pas le temps d'aller faire les visites. Et je veux les faire qu'une fois. Donc non, j'ai plein de contacts en attente, mais je l'ai toujours pas vendu. Roca, pour un T2, vaut mieux faire de la location nue ou meublée. Alors c'est une question super vague, je vais répondre de façon vague. Déjà, la location meublée, outre ses avantages nombreux et ses inconvénients quand même, est plus adaptée dans des endroits urbains que dans des endroits un peu plus ruraux. Donc déjà, si tu es en pleine zone urbaine, oui, tu peux envisager les deux, aussi bien du nu que du meublé. Si tu es en zone rurale, envisage déjà plutôt du nu. Ouais, sauf que faire un choix d'investissement uniquement en tenant compte de la fiscalité sans tenir compte du reste, c'est en mon sens un peu se mettre des œillères en se disant ok, je fais du meublé parce que la fiscalité c'est mieux, mais je n'ai pas réfléchi aux autres conséquences. Les conséquences, turnover, CFE, nécessité d'avoir un comptable, frais supplémentaires, usure prématurée, etc., etc. Oui, Mathilde, moi j'achète mes immeubles de rapport sont quasiment tous dans des villes sans étudiants. J'en ai un à Caen, donc c'est une ville où il y a des étudiants. J'ai 2 immeubles de rapport à Thury-Harcourt, il n'y a aucun étudiant, il n'y a même pas d'école. Enfin si, il y a des écoles primaires, un collège, mais il n'y a même pas de lycée. J'ai 2 immeubles à Argentan, c'est une ville sans étudiants, il y a des lycées, mais il n'y a pas de campus ou quoi que ce soit. Donc oui, je suis l'exemple type qui fait qu'on peut acheter des immeubles de rapport dans des petites villes sans étudiants. Par contre, soyez pas cons, achetez pas un immeuble avec des studios dans une ville où il n'y a pas d'étudiants. Vous allez avoir que des cassos, des gens de passage, des gens qui vont picoler, etc. Il faut que la typologie de l'immeuble aille avec la demande locale. Braise, non, pas du tout, parce que l'IFI, c'est sur le patrimoine net, 1,3 million, 1,5 million, etc. Alors que moi, mon patrimoine, il est aujourd'hui entièrement à crédit. J'ai absolument aucun de mes biens immobiliers qui est payé, aucun. Sur certains, j'ai des crédits récents, donc sur certains, j'ai des biens qui valent 300 000 balles, mais je dois encore 270 000 à la banque, donc pas grand-chose. Et sur les biens les plus anciens, j'ai peut-être 30-40% de payés. En combien d'années j'ai acheté tous mes biens, les biens locatifs? J'ai commencé en 2015, donc je te laisse faire le calcul. Mathilde, ben oui, élargie. Évidemment, si tu prends mon cas, je suis Canet, donc la plus grande ville de mon département. Évidemment qu'il est tentant d'acheter que à Caen. Sauf que je l'ai pas fait. Si je l'avais fait, si j'avais acheté que à Caen, en 8 ans, j'aurais peut-être acheté 2, 3 immeubles, alors qu'en m'élargissant, j'en ai acheté 7 ou 8. Et c'était la meilleure idée que j'ai eue. Donc oui, élargir. On n'a quasiment pas parlé dans ce live-là, alors je fais toujours du droit de la famille. On a parlé vite fait des protections des conjoints survivants avec le Pax. On n'a pas parlé de mariage, on n'a pas parlé de contrat, on n'a pas parlé de donation, succession, on n'a pas parlé d'abattement, etc. David, bah oui, bien sûr, t'as un beau salaire. Ah oui, Magnéto, clairement. Si c'est un bien locatif qui génère des loyers ou des recettes en meublé, ça veut dire qu'il va forcément commencer à générer beaucoup d'impôts. Donc oui, il faut complètement le revendre, récupérer la plus-value et refaire un crédit pour acheter un nouveau bien. The Raven, non. Je briefe bien mes locataires. Quand j'installe un locataire, par exemple, je dis écoutez, vous allez voir que je suis un bon propriétaire. Quand il y a un problème, je le règle aussitôt. J'envoie tout de suite une entreprise. Par contre, sauf si l'immeuble brûle, vous m'appelez jamais après 19h. Vous m'appelez jamais le samedi, jamais le dimanche. Donc je briefe mes locataires à l'entrée dans les lieux, au moment où je leur serre la main, pour bien poser les règles des deux côtés.
De mon côté, je suis pas chiant. De mon côté, il y a un problème. Je commence pas à dire oui, je vais voir si je répare moi-même. Oui, mon père va venir dans 2 semaines. Non, j'appelle une entreprise, je fais un ordre de service, je paye. Par contre, un locataire qui m'appelle en me disant à 21h, oui, j'ai un problème électrique, je lui dis bah je suis pas EDF et puis tu m'appelleras demain matin à 10h. Bref. Donc non, j'ai appris à bien driver, ça se passe très bien. David, oui, bien sûr, bien sûr. Ça se trouve, un jour je vais avoir un de mes locataires, parce que j'en ai quand même quelques-uns. Et puis j'en ai eu beaucoup parce que en 8 ans, j'ai peut-être eu 200 ou 300 locataires. C'est des gens qui sont rentrés, sortis. J'ai eu un immeuble avec 6 studios, 4 studios, 2 petits T2, donc tous les ans ça changeait, etc. L'inconvénient des petites surfaces. Des locataires, j'en ai eu beaucoup, donc ça se trouve un jour je vais avoir un de mes locataires dans un live. Si oui, j'espère qu'il me défoncera pas. Allez, on est sur les 2-3 dernières minutes. 2-3 petits likes. Est-ce que j'ai des apparts en Ile-de-France? Non, pas du tout. Que dans ma région, en Normandie. Non, je le vends 270 000 euros l'immeuble et je parlerai de l'éventuelle plus-value, et il y en a une heureusement, quand je l'aurai vendu. Je me tirerai une balle dans le pied en donnant mon prix d'achat avant d'avoir trouvé l'acheteur. En dessous de 5 ans, t'as pas vraiment amorti les frais de notaire, donc pas rentable, et c'est surtout, moi j'y vois surtout un deuxième intérêt, c'est qu'il y a en dessous de 5 ans, t'as aucun abattement sur l'imposition des plus-values immobilières, et t'as pas le forfait de travaux de 15%, sur l'abattement des plus-values immobilières. Donc oui, 5 ans, c'est pas juste une façon de parler, c'est vraiment un cas, 5 ans. Oui, c'est intéressant la log des bureaux. Moi, dans ma SCI à l'IS, j'ai 5 bureaux. Mais je me les loue à moi-même. Ma SCI à l'IS et le bailleur, ma SARL et le locataire. Et moi, j'exploite. Oui, c'est moi qui gère les miens. Alors là, j'ai une belle expérience dans l'immobilier d'habitation. Et autant je viens de te dire que j'ai 5 bureaux, mais je les gère moi-même. Le coworking, mais ça n'engage que moi, j'en suis pas fan. J'assimile ça à tout ce qui est un peu exotique, à la location saisonnière, à la colocation, et ça c'est quelque chose que j'aime pas. Donc voilà. Et petite surface, oui, par contre oui, parce que les plus grandes surfaces sont plus importantes, plus difficiles à louer, et peuvent générer plus de vacances locatives. Tu vois, où j'ai mon agence à Caen, je suis propriétaire de 220 mètres carrés de bureau au rez-de-chaussée. C'est quand même grand, et puis je paye des grosses charges de copro. Et quand il y a des locaux qui sont vides dans la copro, c'est plutôt les gros. Les petits se relouent plus facilement. Salut Fred. T'es là à tous mes lives, mais là, une fois de plus, tu arrives dans les 2-3 dernières minutes. Mais je te comprends, hein, t'as une vie et t'étais peut-être ailleurs avant. Est-ce qu'il y a des biens sans taxe à la revente ou succession? Non, Jérémy, c'est pas la qualité du bien qui peut te donner ça. C'est la qualité de l'héritier, c'est la durée de détention qui peut éviter des taxes, etc. Mais c'est pas la qualité du bien qui fait qu'on est exonéré de taxes. Ça peut être la qualité de l'acheteur. Si tu vends un bien à un bailleur social pour construire des logements, tu peux aussi être exonéré en tant que vendeur. Donc c'est jamais la qualité du bien, c'est la qualité de l'acheteur, la qualité de la durée de détention du bien, etc., etc. Je vois que certains me suivent, s'abonnent à mon compte, n'hésitez pas à faire de même. Parce qu'une fois que le live va se terminer d'une minute à l'autre, si vous n'avez pas retenu mon nom, vous ne me retrouverez pas. Donc abonnez-vous au live, au compte. Et pour ceux qui aiment les bagnoles, abonnez-vous à mon deuxième compte qui est les bolides de Patoche. Alors non, Samy, j'ai pas fait de contrat de mariage pour la simple et bonne raison que je suis pas marié. Par contre, j'ai fait un contrat de Pax. Donc c'est à peu près similaire à un contrat de mariage. Donc j'ai fait un contrat de Pax qui s'assimile à un contrat de mariage en séparation de biens. Et Fred, oui, je te taquine, hein. Mais j'arrête toujours vers 20h30, Fred. Et je sais qu'il y a plein de gens qui font des lives le soir, mais moi, le live, j'assimile ça à 50% de travail, 50% de métier. Donc je le fais sur des horaires bureau. Une fois que j'ai fini de bouffer, ça me viendrait pas l'idée de faire un live. J'en ferai par contre quand j'aurai atteint assez d'abonnés sur mon compte des bagnoles. Là, ça sera un vrai hobby. Je descendrai dans mon garage et je vous ferai des lives devant mes voitures. En attendant, tu viens manger? Ouais, j'arrive, ma femme.
Les lives, en tout cas le soir à cette heure-là, sont une très bonne excuse pour ne pas avoir à mettre la table et à faire à manger. Très très bonne excuse, je le conseille à ceux qui veulent se lancer dans TikTok. Est-ce que j'ai des enfants? Oui, j'ai une petite fille tout seule que j'avais eue avant de rencontrer ma femme qui a 10 ans et demi. Est-ce que ma femme sait cuisiner? Non, elle a plein de qualités, ma femme. Plein de qualités. Elle est drôle, elle est belle. Mais elle sait cuisiner. Elle cuisine super bien. Vous avez compris. Oui, Jérémy, c'est vrai. Prix de vente inférieur à 15 000 euros, donc pour une vente de parking, entre autres, mais ça peut être autre chose, ça peut être un terrain, et c'est 15 000 euros par indivisaire. Donc si vous êtes 3 frères et sœurs qui avaient hérité d'un bien, par exemple, c'est 15 000 euros par personne, et donc 45 000 euros de prix de vente. C'est vrai, c'est un des cas d'exonération de la plus-value immobilière. C'est pas le seul. RP, prix de vente faible, moins de 15 000, détention depuis plus de 30 ans. Donc il y a plusieurs cas d'exonération. J'ai fait aussi des vidéos sur YouTube très précises à ce sujet-là. Ah, elle a fait quoi à manger? T'as fait quoi à manger, ma femme? C'est froid, c'est du melon, du jambon, des œufs. C'est froid, du melon, du jambon, des œufs. La bonne cuisine portugaise, alors c'est pas ma femme, par contre je vais, Johan, samedi midi pour l'anniversaire de mon père, chez ma mère forcément, et là je vais vous faire la bonne cuisine portugaise. Oui, grave. IA qui dit qu'il ne trouve pas mon PDF, plusieurs l'ont trouvé, ça peut être la clôture du live. Est-ce que certains peuvent me confirmer que en allant sur ma bio, parce que moi je peux pas sortir du live, on arrive à une page où on peut télécharger le e-book en se baladant dans la page? Non, Samy, mes agents font pas de pige. On a une façon de travailler dans l'immobilier qui est un peu particulière, et entre autres, on fait pas de pige. Et non, ici, ma femme est pas portugaise. Elle aime bien le Portugal, je la traîne tous les 1 ou 2 ans, mais elle est pas portugaise. Il y a que moi qui le suis. Je suis natif de France, hein, je suis français, j'ai la double nationalité, mais mes 2 parents sont portugais, donc au niveau du sang, oui, je suis 100% portugais. C'est peut-être portugais pour me demander ça. Est-ce que quelqu'un peut confirmer qu'on trouve le PDF avant que je clôture le live? Et n'oubliez pas de vous abonner à mon deuxième compte pour ceux qui aiment les voitures, les bolides de Patoche. Je parle voiture, je parle aussi un peu pinard, des fois un petit peu bouffe. Pourquoi pas la bouffe portugaise? Ah ça, Samy, écoute, moi si j'aime bien que j'ai aucun problème avec l'argent, ça fait facile de dire ça. Je serais un grand malade de dire ça sur TikTok parce que je sais que je pourrais me faire huer. Donc beaucoup par rapport à la moyenne des Français, mais j'en ai pas honte parce que je travaille pour. Ah, sur quelle rubrique trouve-t-on c'est sur la rubrique e-book comment déclarer vos revenus fonciers. Sur le site du Systemco, t'as une page conseil, il y a des articles, il y a des podcasts, il y a des vidéos, et t'as ça. Et TDR, le lendemain, il est sur l'échafaud. Oui, exactement. Jérémy, je l'ai dit juste au-dessus, détention depuis plus de 30 ans, exonération totale de la plus-value, résidence principale, exonération totale de la plus-value, etc. Et Johan qui nous dit je m'abonne si tu fais un site portugais. Écoute Samy, je te donnerai pas de chiffres. Et puis il y a les revenus de travail, il y a les revenus locatifs, il y a les revenus virtuels que sont la capitalisation quand tu fais de l'investissement locatif, parce que même les gens qui font pas de cash flow, qui ont par exemple 1500 euros de crédit, 1500 euros de loyer, donc on se dit ils font pas de cash flow, ok, sauf que tous les mois, sur les 1500 euros de crédit, ils remboursent 1000 euros de capital. Et donc c'est 1000 euros de gains virtuels qu'ils vont retrouver à un moment ou à un autre. Donc l'immobilier est une bonne façon de... Mon mari n'a pas déclaré notre Pinel pendant 2 ans, où peut-on revenir en arrière? Waouh, c'est vraiment dommage parce que tout l'intérêt du Pinel, et je déconseille le Pinel 9 fois sur 10, mais tout l'intérêt est uniquement la défiscalisation. Donc c'est vraiment dommage, je pense que tu peux faire une déclaration rectificative. Lolo, alors je vais te donner juste une statistique dans mes agences. Dans mes agences, on est monté à 31 jours de moyenne. On était à moins de 20 jours pendant le Covid, et même en 2022. Et là, on est monté à 31 jours en moyenne. Wagner, oui, peut-être. Alors moi, pour l'instant, je suis surtout un travailleur. C'est bon, vous avez trouvé le PDF, et après, je vous quitte.
Abonnez-vous au compte, abonnez-vous au deuxième compte. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui suivent mon deuxième compte. Si oui, faites-moi un petit coup de pub. Dites-moi dites aux autres si c'est bien ou pas bien, pour leur donner envie de s'abonner. Autant sur le compte immobilier, et je vous en remercie d'ailleurs. Cette fois-ci, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes 12 ou 13 000, donc c'est cool. Je peux avoir accès au live. Je gagne en moyenne 50 centimes d'euros par jour grâce à TikTok. En moyenne 50 centimes d'euros par jour. Vous voyez, c'est une fortune. Mais mon compte de bagnole, je viens juste de le commencer. J'ai que 150 abonnés, donc il faut m'aider sur celui-là. Le compte s'appelle les bolines de Patoche. Ah, IA, c'est que tu vas pas assez bas. Les articles de conseil, c'est le premier des blocs de mémoire. Ensuite, tu as un bloc sur les podcasts, un bloc sur les vidéos, et c'est 3 ou 4 blocs plus bas. Mais c'est certain, c'est à cet endroit-là, c'est certain. Et si tu as trouvé les articles, tu peux lire les articles déjà. Tu verras que ça change de TikTok, forcément, où je parle vite, où on a entendu, compris, pas compris. Samy, c'est quoi ma prochaine voiture? Bah écoute, j'essaie d'épargner, donc c'est pas pour tout de suite. Et peut-être que si je vends l'immeuble, peut-être que je craquerai une partie de la plus-value là-dedans. Parce que c'est en quelque sorte un placement, mais j'aimerais me racheter une 900. J'en ai déjà eu une il y a 2 ans, que j'ai vendue. Et j'aimerais me racheter une 900. Donc une plus ancienne que celle que j'ai. Mais c'est vraiment pas normal qu'on ne peut pas casser un acte de vente, soi-disant les acheteurs sont protégés. Alors attention, ils sont protégés oui, parce qu'ils peuvent notamment obtenir un dédommagement, mais casser un acte de vente, entre guillemets, c'est trop compliqué. De remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'acte de vente, juridiquement, c'est presque trop compliqué pour que ça arrive en France. Par contre, on peut être dédommagé. En tant qu'acheteur, tu peux être dédommagé pour le préjudice subi. Ah, il a trouvé, super. Donc, génial. On est au bon endroit, ça fonctionne. Donc, tu as 18 pages de lecture, mon pote. Alors, ça, après, ça va, c'est écrit en gros. Non, dans sa région, moi, je préfère investir dans ma région. Wagner, l'État va pas rembourser les frais de mutation? Bah oui, entre autres. Les Oliviers, où on peut lire ta brochure, on la trouve en fouillant un petit peu sur le lien cliquable dans ma bio. Et c'est purement gratuit. Tu cliques sur le lien, tu arrives sur une page internet, tu descends un peu plus bas et tu vois comment déclarer vos revenus fonciers, télécharger votre e-book. Et c'est un PDF qui s'ouvre, tu le mets sur ton PC, tu l'imprimes, tu fais ce que tu veux. 100% gratuit, il n'y a même pas de coordonnées à mettre. Et ça va être la clôture du live. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis resté 1h50. Encore une fois, j'étais parti pour 1 heure. Merci à tous. Je le vois une fois qu'on a clôturé, mais en général, vous êtes minimum 2000 quand il y a le moins de monde sur mes lives à être passé, maximum 4000. J'ai des fois des gens qui restent quasiment toute la durée du live, donc ça fait super plaisir, c'est cool. Je fais des lives à quelle fréquence? Écoute, je donne pas d'engagement là-dessus, mais j'en fais en moyenne tous les 2 à 3 fois par semaine. Mais pas d'engagement parce que... Et Ilti qui dit j'étais là pendant 1h40, ouais, je te remercie Ilti, t'as bien interagi avec moi, ça fait plaisir, donc je peux pas te remercier de vive voix. Moi, toi tu m'entends, moi je t'entends pas, mais le message fait pareil. Donc merci à toi Ilti, merci à toi IA ou LA, pense bien à lire le bouquin, tu l'as téléchargé, c'est une première étape, mais maintenant faut le lire. Tu te connecteras à mon prochain live, enfin je l'espère. Et tu me diras ce que t'en as pensé et si t'as des questions. Tu verras, il y a une ou deux photos d'un de mes immeubles. Je raconte un peu mon parcours et je donne tout un tas d'exemples. C'est vraiment du pratico-pratique. Il y a même des analyses de jurisprudence à la fin. Il y a des comparaisons achats en location nue sans travaux et en travaux avec le déficit foncier. Et c'est là qu'on permet de voir que la rentabilité, impôt compris, d'un projet est complètement différente alors qu'il y a le même prix d'achat, même prix total, même loyer, mais d'un côté il y a des travaux et donc un avantage fiscal, et d'un côté pas de travaux et donc pas d'avantage fiscal. Alex Fouki qui dit merci pour le partage. Allez, ciao bye, abonnez-vous aux 2 comptes, l'immobilier et celui des bagnoles. Sur YouTube, tout un tas de trucs. Vous tapez la minute du propriétaire ou Visite & le nom qui est sur le polo. Oh, vous avez. Voilà, dans le dos. Et vous allez avoir plein de contenu immobilier et toujours gratuit. Ciao!